Bonjour et bonsoir. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger. Merci Dominique pour cette présentation. Donc, médecine quantique et multiconscience thérapie. Alors, pourquoi proposer ce titre-là? Euh, c'est que moi, j'ai commencé donc plusieurs années dans la pratique intuitive. Puis quand j'ai commencé, quand je regardais le champ énergétique d'une personne, je voyais plein d'informations, un peu comme si une personne était habitée par plusieurs personnages. Je pouvais voir, par exemple, lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était avec, je pouvais également aller chercher l'information sur son vécu actuel, les problématiques qu'il pouvait avoir dans une vie de couple. Je pouvais avoir donc des personnages associés à cette vie de couple-là. Je pouvais avoir des personnages associés à des mémoires d'autres vies. Donc, il y avait je voyais un être humain physiquement présent, unique devant moi, mais dans la perception intuitive, je voyais finalement qu'il y avait plusieurs personnages à l'intérieur de cette même personne-là. Et puis moi, ça m'a beaucoup troublé parce qu'à l'époque, je suis une formation avec un guérisseur qui enseignait l'exorcisme et qui proposait justement d'enlever les entités. Alors, donc je ne comprenais pas très bien parce que toutes les personnes que je percevais intuitivement avaient donc été habitées par plein de personnages comme ça. Alors, ça voulait dire qu'ils étaient tous possédés, entre guillemets. Et puis, avec le temps, ben, la physique quantique est venue apporter un regard très intéressant pour expliquer en quelque part ce que je percevais. Et c'est ça un petit peu qu'on va essayer de voir ensemble pour mieux comprendre justement le monde subtil, puis mieux comprendre peut-être aussi la vie. Parce que finalement, quand on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde subtil-là, bien inévitablement, on arrive à mieux comprendre comment fonctionne la vie, puis comment nous-mêmes on fonctionne, et de quelle façon peut-être qu'on peut être davantage en harmonie avec soi. Alors quand on regarde cette notion de médecine quantique, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, qui permet d'expliquer sans doute un peu plus clairement ce que je percevais à cette époque-là, c'est qu'on dit qu'on est donc on est dans une dimension terrestre, et dans cette dimension terrestre, il est reconnu ce qu'on appelle un univers que certains physiciens appellent l'univers superlumineux, dans lequel les particules vont plus vite que la lumière, ce qui veut donc dire que moi, avec mes yeux physiques, je ne peux pas voir cet univers-là. Et dans cet univers-là, finalement, l'univers superlumineux, ben, l'information s'accumule sans cesse. Donc, on peut déjà comprendre ici que moi, en tant qu'être humain, je suis fait de chair et d'os, sauf que dans cet univers superlumineux, je suis en interaction avec un univers dans lequel il y a plein d'informations qui sont présentes. Alors, ces informations-là, on va essayer d'explorer un petit peu de quoi il en détourne, qu'est-ce qui anime cette interaction-là, c'est quoi qui anime notre relation avec cet univers superlumineux-là. Alors, c'est certain que une des premières choses qu'on peut envisager, c'est que dans cet univers super lumineux-là, il y a donc des informations que moi, j'émets en tant qu'être humain. C'est-à-dire que tout au long de ma vie, je vais donc émettre une certaine nombre d'informations dans mon champ énergétique qui sont reliées à des blessures émotionnelles que j'ai vécues, par exemple, quand j'étais enfant. Par exemple, à l'âge de 8 ans, si je me suis senti abandonné, ben, à quelque part, cette mémoire d'abandon peut être présente dans mon champ énergétique. Ça ne fait pas de moi deux êtres humains, ça fait de moi un être humain fait de chair et d'os. Et dans mon champ subtil, il y a donc de l'information qui émane de moi, sans que j'en sois conscient, et qui est en relation donc avec l'événement de l'âge de 8 ans, quand je me suis senti abandonné. Donc, vous voyez ici que quand on parle donc de la conscience, finalement, on pourrait se dire, ben voilà, moi, ma conscience se situe sur mon cerveau. On sait aujourd'hui que le cerveau est une facette de la conscience. Et on est même arrivé à l'idée que le cœur avait un rôle important à jouer au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'on reconnaît que le cerveau a une relation avec le cerveau, le cœur a une relation avec le cerveau. On parle de la cohérence cardiaque, hein, c'est-à-dire donc dire que on parle également de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que plus quelqu'un a une relation de cœur avec les êtres humains, plus il va développer une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va être capable de comprendre l'autre être humain qui est devant lui, plutôt que de chercher à le dominer ou à l'analyser. Et on sait maintenant que l'intelligence du ventre aussi, qui est une intelligence qui est plus reliée aux instincts finalement primaires d'un être humain qu'on peut reconnaître. Ce qui veut donc dire qu'on peut concevoir que déjà la conscience aujourd'hui, on peut la reconnaître comme le cerveau, le cœur, l'intelligence émotionnelle, et dans le ventre, bien effectivement cette forme d'intelligence plus instinctive. Maintenant, si on va un peu plus loin que ça, et là la physique quantique elle aborde cette réalité-là, c'est qu'on parle d'un cerveau délocalisé. Le cerveau délocalisé, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que tout mon champ énergétique, en fin de compte, est un cerveau.
c'est-à-dire que toute cette lumière qui est émise par mon corps physique est animée par de l'information. Et cette information-là, justement, ben, elle va émettre des événements de mon vécu, hein, c'est-à-dire qu'à travers mon cheminement de vie, ce que j'ai vécu dans mon passé, avec lequel je ne suis pas en parfaite harmonie, ben, va se retrouver dans ce champ énergétique-là. Donc, ça veut dire que quand je fais une lecture intuitive à une personne, je peux donc constater que cette personne-là porte en elle des blessures émotionnelles associées à son enfance, et je vais donc constater qu'il y a donc dans son champ énergétique des mémoires de l'enfant de cette personne-là. Et que ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que si je commence à communiquer avec cet enfant-là, l'enfant va me parler. Il va discuter avec moi comme s'il avait encore 8 ans, comme s'il avait encore la conscience de l'âge de 8 ans. Donc, on comprend ici que même si mon partenaire qui est devant moi est une personne qui est vraiment adulte, mature et tout ce que vous voulez, dans son champ subtil, il y a de l'information qui reflète des blessures associées à son enfance et que quand on discute avec ces mémoires-là, c'est comme si ces mémoires-là étaient autonomes. Elles ne sont pas dirigées par l'individu qui est devant moi. C'est-à-dire que je peux discuter avec les mémoires qui se retrouvent dans son champ et ces mémoires-là vont discuter avec moi et on va peut-être même à la limite oublier qu'il y a une personne qui est là devant moi physiquement. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une relation qui va me permettre de comprendre justement ce qu'a vécu cet enfant-là, comme si effectivement cet enfant-là était doté d'une conscience autonome à l'individu qui l'anime. Et dans ce sens-là, bien évidemment, plus j'arrive à comprendre cet enfant-là, plus j'arrive à comprendre c'est quoi ses besoins, puis plus je peux envisager, évidemment, que cet enfant-là, cette blessure-là de l'enfant, bien, quelque part, a des besoins, puis que ces besoins-là ont envie d'être communiqués à la personne qui se trouve devant moi. C'est-à-dire que la personne qui émet cette mémoire de l'enfant, ben, elle l'aimait pourquoi? Ben, elle l'aimait peut-être parce qu'elle a une blessure en elle qu'elle doit apprendre maintenant à entendre, à écouter, et que mon rôle, finalement, en tant que thérapeute intuitif, c'est d'être en mesure d'établir une communication entre l'enfant et mon client, je vais l'appeler comme ça, pour qu'il y ait un genre de communication qui existe entre les deux et qu'il y ait une forme d'harmonisation qui puisse se faire éventuellement entre la mémoire de l'enfant et cet individu-là. Donc, vous voyez, c'est donc intéressant parce que ça veut donc dire que tout ce qui est émis de mon champ énergétique, ça veut donc dire que ce sont des informations et on pourrait mettre l'hypothèse que ces informations-là ont tous pour objectif de se faire entendre par moi. C'est-à-dire que ces mémoires-là, elles sont là pas pour rien, elles sont là parce qu'elles veulent se faire entendre par moi et moi, comme j'ai beaucoup valorisé le conscient, que j'ai beaucoup valorisé l'extérieur, j'ai pas pris le temps de découvrir comment fonctionnait mon monde intérieur et j'ai pas appris donc à découvrir que j'émettais, sans le savoir, des informations associées à mon histoire passée. Mon histoire personnelle, de mon passé. Et que plus j'apprends donc à faire un voyage en l'intérieur de moi-même, mais plus j'apprends à découvrir qu'il est possible donc de faire la paix avec ces mémoires-là de mon passé et de finalement favoriser une forme de réunification avec mon être. Il y a dans le chamanisme, on parle de la perte de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est que dans le chamanisme, on va souvent dire que quand une personne est problématique, le chaman va dire, ben, c'est une perte de l'âme. Une perte de l'âme, c'est un peu comme si on avait perdu connexion avec ta dimension spirituelle. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que quand on constate qu'une mémoire de l'enfant de 8 ans se trouve dans le champ de mon partenaire, ben, cette mémoire-là de l'enfant, à quelque part, qui reflète une blessure, c'est en quelque sorte une blessure qui va avoir une influence dans la vie de la personne, dans le sens que même si elle a plus 8 ans, cette personne-là, elle est toujours influencée par cette blessure-là qu'elle a vécue, qui va faire que toute sa vie va être modifiée, en fin de compte, par cette expérience émotionnelle qui n'a pas été réglée, en quelque sorte. Donc, vous comprendrez ici que plus on apprend donc à faire ce travail d'harmonisation avec cette mémoire-là, mais plus on apprend justement à renouer contact, nous, avec une forme d'alignement avec qui on est véritablement. Et tant et son temps que je porte en moi les blessures de mon enfance, bien, tant et son temps, je ne peux pas être vraiment qui je suis. Je ne peux qu'être l'être blessé que j'ai été. Vous voyez? Alors, cet être blessé que j'ai été, ben, il va rester présent dans ma vie, tant et son temps que je n'aurai pas pris le temps d'aller visiter cet espace de mon passé pour être capable de m'en libérer. Et c'est là, évidemment, que la pratique que je propose, qui est la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre donc à faire ces voyages à l'intérieur de soi pour être capable de communiquer avec ces mémoires-là, pour être capable donc de pouvoir faire la paix avec ces mémoires-là de notre passé que l'on traîne avec soi. Donc, la multiconscience thérapie, on pourrait dire que on vient de toucher un aspect de la multiconscience thérapie, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis animé par des consciences de mon histoire passée.
C'est-à-dire que depuis que je suis, hein, euh, que mes parents m'ont conçu, ben, à quelque part, j'ai donc, à travers mon processus de développement, vécu des expériences positives, négatives, etc. Et dans mon champ énergétique, je porte finalement ces blessures-là. Et en les portant, ben, c'est en quelque sorte une forme de programmation que je me suis créée. La physique quantique, elle émet une hypothèse très intéressante concernant le cerveau, ce cerveau délocalisé, c'est-à-dire cette espèce de champ énergétique qui est une forme de cerveau, finalement, à grandeur nature. Et dans ce cerveau-là, ce qu'ils vont me dire, c'est que dans ce cerveau-là, on va retrouver non seulement les informations de mon histoire passée, hein, de ce que moi j'ai vécu depuis que je suis né, mais je vais également être animé par les potentiels, c'est-à-dire toutes les possibilités de ce que j'aurais pu être et toutes les possibilités de ce que je pourrais être. Alors, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça veut donc dire finalement que quand on commence à faire une lecture intuitive d'une personne, on commence à comprendre quelque part qu'on ne travaille pas uniquement avec ce que la personne a été, hein, c'est-à-dire ce qui résulte de ses blessures émotionnelles, mais on travaille également sur ce qu'elle pourrait devenir. Et c'est là qu'on comprend ici que quand on fait une lecture intuitive d'une personne, on n'est pas en train de regarder une personne figée dans l'espace-temps où on l'observe, on est en train de regarder une personne qui, dans son champ énergétique, est animée par une histoire passée, qui la programme, et en même temps, on observe également des potentiels virtuels, expansifs, évolutifs, et limitatifs aussi, hein, qui sont présents dans son champ énergétique et qui pourraient donc indiquer le futur de cette personne-là. C'est comme ça que les intuitifs qui font de la voyance, hein, moi, quand j'ai commencé ma pratique, je me suis intéressé beaucoup à la voyance parce que c'est quand même quelque chose d'intriguant de pouvoir faire la lecture de l'avenir. Et à un moment donné, j'ai compris à quelque part que cette lecture de l'avenir était beaucoup déterminée par le regard que j'ai sur ma propre histoire. C'est-à-dire que si moi je suis convaincu que je serai abandonné toute ma vie, ben je risque d'avoir un futur dans lequel je vais constater que l'abandon va se répéter sans cesse et d'une façon constante. Si par contre, je vis une expérience, une prise de conscience qui m'amène à me rendre compte que cet abandon-là, finalement, est une souffrance que j'ai vécue, mais que maintenant je me sens prêt aujourd'hui à faire une guérison sur cela, ben je risque de faire un bond évolutif, finalement, de changer de niveau de conscience et de me donner l'opportunité d'accéder à un changement profond de ma personne qui va faire que les gens vont me rencontrer puis vont me dire, mon Dieu, on ne te reconnaît plus. Alors, c'est intéressant de comprendre ici que quand on observe donc ce champ énergétique-là, il y a donc des informations qu'on peut déterminer qui sont reliées au passé de notre partenaire, qui sont donc reliées à des événements très précis qui se sont produits dans sa vie et qui l'ont empêché de pouvoir faire la paix avec lui-même. Et on doit comprendre ici, évidemment, qu'il y a toute cette espèce de potentiel virtuel. Potentiel virtuel, ce sont des choses qui ne sont pas encore actualisées, mais qui pourraient s'actualiser parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des limitations, parce que quelque part, on n'a pas confiance en soi, et que tout ça, finalement, va générer un futur qui ne sera pas en accord avec nous-mêmes, et que le soin énergétique qu'on va effectuer en tant que soignant, le travail intuitif, amener la personne à prendre conscience de ses blocages, etc., va contribuer, elle, à amener notre partenaire à faire des prises de conscience, à faire des guérisons qui vont lui donner l'opportunité d'accueillir en lui les potentiels qu'il n'avait pas été en mesure d'actualiser jusqu'à maintenant parce qu'il ne pouvait pas le concevoir. Donc, et tout ça, finalement, quand je vous décris tout ça, c'est que quand on fait une lecture intuitive d'une personne, on va constater donc une limitation. Par exemple, on va voir l'enfant qui est complètement inhibé dû à l'abandon qu'il a pu vivre à l'âge de 8 ans. On va commencer à discuter avec l'enfant. L'enfant va nous dire qu'il y a certains besoins. On va interagir avec l'enfant et on va lui donner ce dont il a besoin. Donc, l'enfant va se transformer. Et dans cette transformation, il va y avoir donc inévitablement une relation différente avec le client, notre client, qui ne va pas nécessairement être conscient de tous les changements qui se font, mais nous, on les observe. Et on va ensuite donc amener progressivement à mesure qu'on fait, qu'on équilibre la relation entre l'enfant et le client, on arrive à constater que cette harmonisation-là va faire que le client va ressentir en lui, à quelque part, une transformation qui va l'amener à devenir de plus en plus connecté avec son essence fondamentale, avec sa vérité profonde. Et c'est ça un peu le sens
du travail de la pleine conscience intuitive, tant qu'on le fait sur soi ou vers un partenaire, c'est la même chose. C'est de chercher donc justement à se rendre compte qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on est animé par des potentiels. Les potentiels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai la capacité de pouvoir créer un futur différent de celui que j'ai construit à travers ma vie. C'est-à-dire que parce que j'ai été abandonné à l'âge de 8 ans, je peux être convaincu que je serai abandonné jusqu'à la fin de mes jours, mais je pourrais aussi concevoir qu'il est peut-être possible pour moi de changer cela. Et ça implique évidemment que mon regard sur mon passé change. Et pour qu'il soit capable de changer, ben, il faut effectivement que j'atteigne un certain degré de maturité pour être capable d'y faire face. Et c'est là, évidemment, que toute l'expérience de la vie qui entre en ligne de compte et le travail qu'on va faire sur soi pour apprendre à mieux se connaître et à mieux découvrir qui nous sommes. Parce que dans la connaissance de soi, ça va nous permettre de déblayer tout ce qu'on pourrait appeler les blessures dans lesquelles on s'est complètement identifié à des blessures émotionnelles, par exemple d'abandon. Quand on fait un travail sur soi, ça nous permet de prendre une certaine distance par rapport à des blessures émotionnelles que l'on a vécues. Et ça nous permet donc d'être capable de pouvoir justement regarder ces blessures émotionnelles-là, puis être capable de se dire, OK, je me suis senti abandonné pour telle raison. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aider cet état-là dans lequel je suis? Là, il y a une facette de moi qui se sent abandonnée. De quelle façon que je peux l'aider? Et c'est là qu'on a commencé à aborder ce que moi j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui est toute cette idée que moi, en tant qu'être humain, je peux donner à mon corps tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse avoir des transformations. Et ces transformations, quand elles vont se faire, elles vont entraîner des nouvelles informations qui vont se manifester à moi, c'est-à-dire de nouvelles images, de nouvelles sensations, de nouveaux mots qui vont m'informer justement que plus je change ma relation avec mon passé, avec ces mémoires que je traîne avec moi, plus il y a de nouvelles informations qui vont commencer à se manifester à moi, qui vont me refléter les potentiels évolutifs qui sont en moi. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour arriver à me sentir plus en état d'équilibre et d'harmonie. Alors donc, à travers le travail de déprogrammation dans un soin, on va amener un changement pendant le soin grâce à la déprogrammation. Puis par la suite, évidemment, notre partenaire, lui, va pouvoir récupérer en quelque sorte le soin progressivement à mesure qu'il va devenir conscient des changements que cela a procuré en lui, puis aussi des prises de conscience qui vont l'amener justement à regarder sa vie différemment et à se dire, ben voilà, je me sens prêt maintenant pour envisager ma vie dans une autre direction, dans une nouvelle voie finalement. Donc, vous voyez qu'on est tous, nous, en tant qu'êtres humains, on pourrait dire ça comme ceci, on est tous en relation avec des potentiels évolutifs qui sont un peu de l'ordre de la mission de vie. C'est-à-dire que moi, je suis né sur Terre, j'ai un potentiel, j'ai quelque chose à réaliser. Et cette réalisation-là, elle va se faire plus ou moins facilement par le fait qu'on a des blessures, par le fait qu'on a vécu des traumatismes dans notre vie qui vont nous éloigner de cette mission de vie-là. Ça veut dire quelque part que la vie qui est en moi, elle a comme une juste place, pourrait-on dire. Elle a une forme de lumière. Et cette lumière-là, si je lui donne l'opportunité de s'épanouir, ben, je me donne l'opportunité de m'épanouir en tant qu'être humain et de pouvoir justement faire une genre de fusion de moi-même, c'est-à-dire que ma conscience, au lieu qu'elle soit dissociée en pleine de parties, que je sois capable de me réunifier à elle. Et c'est ça un peu qui est intéressant dans cette idée que j'avais envie d'aborder avec vous sur la multiconscience thérapie. Alors évidemment, on va approfondir ces notions-là. On est un petit peu en train de préparer les choses. Donc, on a compris qu'il y avait donc des mémoires associées à mon histoire personnelle qui vont finalement se multiplier dans ma conscience, c'est-à-dire que je pourrais avoir plusieurs blessures émotionnelles qui sont associées à mon histoire passée, que je pourrais voir dans mon champ énergétique et qui ferait que finalement, je ne serais pas en harmonie avec moi. C'est-à-dire que plus je suis dissocié avec moi, plus les mémoires sont en conflit avec moi, mais plus évidemment, je ne suis pas dans mon espace d'harmonie avec moi-même. Donc, tout le travail va consister justement à faire du ménage pour que je sois de plus en plus unifié avec moi-même. J'ai observé, entre autres, que je suis dans les cas de psychiatrie, parce que j'ai travaillé avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Et avec eux, j'ai pu constater que ces personnes-là, qui ont des problématiques psychologiques plus importantes, on va vraiment voir que les dissociations sont beaucoup plus importantes aussi. C'est-à-dire que les conflits internes qui sont en eux, ils n'arrivent pas à trouver un moyen de créer un genre de cohérence avec eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils sont un peu comme disparates. Il y a une partie d'eux qui va à gauche, une autre partie qui va à droite, et ainsi de suite. Donc, ils n'arrivent pas à trouver cette forme
d'équilibre et d'harmonie. Donc, vous voyez que la première étape, donc la multiconscience thérapie, c'est d'apprendre justement à constater que même si je suis un dans mon corps physique, je suis animé dans mon champ subtil de plusieurs facettes de moi qui sont associées donc à mon histoire personnelle et dans lequel, évidemment, un travail va pouvoir être effectué pour apprendre justement à retrouver l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de moi-même. Je ne sais pas si y a des questions sur cette première facette-là. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez l'inscrire dans le chat, les questions, et puis moi, je pourrais prendre le temps d'y répondre à mesure que la conférence progressera. Ça va me permettre aussi de savoir si vous avez donc, si vous êtes perdu ou s'il y a des choses que vous ne trouvez pas claires. Bon, n'hésitez pas à le faire savoir. Ça va juste amener une couleur participative intéressante à la conférence. Donc, c'était le premier aspect dont je voulais vous parler. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on pourrait appeler donc les mémoires familiales. C'est-à-dire que dans ce fameux univers superlumineux, moi, je suis un être fait de chair et d'os, mais je suis en interrelation avec mon histoire personnelle et on pourrait dire maintenant qu'on est en interrelation également avec la mémoire familiale. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis en interrelation avec mes ancêtres, sans que j'en sois conscient nécessairement. Alors, quand je vous parle de ce champ d'énergie, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'aura. Pour préciser peut-être, parce qu'il y a une question qui m'est posée à ce sujet-là, et je dirais que pour préciser encore plus les choses, il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a découvert que l'aura, en quelque part, c'est un rayonnement biolumineux des cellules. C'est-à-dire qu'il a reconnu que le soleil émettait de la lumière et que mon corps absorbait cette lumière-là et remettait de la lumière. Ça veut dire que quand on observe le champ énergétique d'une personne, on pourrait dire qu'il y a une forme de respiration biolumineuse qui fait que l'aura va se manifester autour du corps physique. Et cette respiration biolumineuse, c'est les cellules du corps qui absorbent la lumière et qui la réémettent. C'est un phénomène qui a été observé par ce physicien-là et qui a même développé un appareil pour mesurer cette bioluminescence-là des cellules, juste pour dire effectivement que c'est vraiment quelque chose qui est assez étoffé, c'est pas une idée dans les airs. Et ce physicien-là avait même été à un congrès à Bâle en Suisse pour faire une conférence afin de présenter justement sa découverte auprès d'un congrès de guérisseurs qui avait lieu en Suisse il y a plusieurs années, pour faire valoir justement qu'effectivement, il existait bel et bien l'aura, que l'aura existait bel et bien, qu'il avait découvert. Évidemment, c'était une blague qu'il faisait, puisque c'était certain que les guérisseurs qui étaient présents avaient bien compris que l'aura existait, sauf que lui arrivait avec une explication scientifique et qui a été démontrée scientifiquement parlant. Donc, c'est là que ça avait une certaine valeur que tout cela. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est intéressant de comprendre que les cellules du corps, mais finalement, ça veut donc dire que les cellules du corps, quelque part, sont animées par un code génétique. Hein? Et on sait aujourd'hui, grâce à l'épigénétique, justement, que le code génétique n'est pas quelque chose de figé comme on pensait auparavant. Donc, on comprend de plus en plus que cette espèce de relation que moi j'ai en tant que corps physique avec cet univers superlumineux, cet univers dans lequel il y a plein d'informations qui circulent, ben on peut envisager l'idée que nos gènes, selon comment je vais me regarder, les événements qui vont se passer dans ma vie, on peut envisager que les gènes de mes cellules vont se transformer, vont se faire des combinaisons différentes et qui vont faire effectivement qu'on va évoluer, progresser tout au long de la vie parce que notre code génétique n'est pas figé dans l'espace et dans le temps. On peut le voir évoluer. C'est intéressant de comprendre que mon corps physique n'est pas figé non plus dans l'espace-temps. On comprend que le corps physique est en mutation constante et continuelle. Et le physicien Pop, c'est ce qu'il a démontré avec justement cette idée que les cellules du corps absorbaient et remettaient de la lumière, c'est-à-dire qu'on est vibratoire. On n'est pas fait donc de matière figée dans l'espace-temps. Donc, pour revenir donc avec les mémoires familiales, bien évidemment, ça veut donc dire que quand on commence à regarder cette interaction de mes cellules avec ma propre histoire, ben je peux déjà comprendre que j'ai des vécus dans mon histoire de vie qui vont finalement influencer mon expérience. Maintenant, on peut envisager que dans mon code génétique, justement, j'ai en mémoire, en quelque sorte, mon histoire familiale. Et l'histoire familiale, bien évidemment, peut aussi avoir une influence sur ma propre histoire. Et quand on regarde ça d'un point de vue subtil et intuitif, on peut observer que le champ énergétique d'une personne va être animé par des mémoires provenant de ses ancêtres. Dans ma pratique, à moi, comment je fonctionne, c'est que je vais carrément
si une personne va me faire une demande concernant, je ne sais pas, son arrière-arrière-grand-père, je vais carrément me mettre en syntonisation avec cette mémoire-là d'arrière-arrière-grand-père pour commencer effectivement à constater que cette mémoire-là va apparaître et elle va me donner de l'information qui va me permettre donc de faire un genre de communication triangulaire entre moi, mon grand-père, le grand-père et le partenaire. Encore là, pourquoi? On comprend ici que de la même façon que mon histoire personnelle peut m'influencer d'une façon positive ou négative, les mémoires familiales peuvent aussi avoir le même impact. C'est-à-dire qu'une mémoire familiale d'un traumatisme d'abandon d'un arrière-arrière-arrière-grand-père pourrait, encore une fois, avoir une incidence sur ma propre destinée, sur ma propre vision des choses. Alors, c'est quand même intéressant, encore une fois, de comprendre que quand on établit une relation avec ces mémoires-là, on arrive à comprendre la raison d'être de la souffrance, c'est-à-dire que ces mémoires-là, l'arrière-grand-père apparaît dans ma perception intuitive comme un être distinct de mon client, et cet arrière-grand-père va me communiquer sa souffrance. Il va me communiquer quelque part la douleur qui l'anime, alors qu'il n'est plus là, il n'existe plus, il est mort depuis bien longtemps. C'est intéressant de comprendre ici que même si cette personne-là est morte, il y a comme une trace mémorielle qui existe dans le champ énergétique de mon partenaire et que cette trace énergétique-là est en quelque sorte une programmation qui va s'opérer dans son propre champ subtil et qui va l'empêcher justement d'accéder à son bonheur. Parce que justement, c'est un peu comme si cette mémoire-là familiale avait une résonance avec son histoire, avec l'histoire personnelle de mon client, qui faisait qu'il allait avoir donc une forme de programmation, de limitation, qui va donc induire une certaine façon de fonctionner chez cette personne-là, sans qu'elle en soit consciente, sans qu'elle en comprenne le sens. Et c'est là, encore une fois, que ce voyage intérieur qu'on peut effectuer grâce à la pleine conscience intuitive va nous permettre de pouvoir comprendre de quelle façon il est possible de se relier à ces mémoires-là familiales et de pouvoir justement comprendre leur raison d'être, leur souffrance, et ensuite, évidemment, de chercher à les déprogrammer pour leur donner tout ce dont ils ont besoin pour que ces mémoires-là ne sont plus en souffrance, se libèrent de leur douleur. Et qu'en les libérant de la douleur, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ces mémoires-là vont quitter notre champ énergétique. Elles vont nous quitter pour que nous, on puisse se réapproprier ce à quoi nous sommes reliés finalement, véritablement, ce qui nous appartient en quelque sorte, on va pouvoir se l'approprier à ce moment-là, on ne sera plus prisonnier de cette résonance, de cette souffrance à ce moment-là. Et évidemment, ça peut avoir un impact dans le cas où on travaille sur les mémoires familiales, ça peut avoir un impact évidemment sur nous-mêmes, bien sûr, mais également sur la structure familiale, c'est-à-dire sur les frères, les sœurs, les parents même. On peut constater que ça peut générer un changement de comportement dans la structure familiale que d'effectuer un travail comme celui-là. Donc, vous voyez encore une fois que cette notion de multiconscience thérapie, c'est un peu l'idée, quelque part, qu'on est physiquement unique, sauf que dans notre structure énergétique, on peut être animé par plein d'interactions de conscience qui, finalement, sont tous des reflets de qui nous sommes, en quelque part, mais à travers, justement, soit notre histoire personnelle, soit notre histoire familiale, ou encore soit des histoires de mémoire d'autres vies. Puisque dans ce champ subtil, on est en interaction avec l'univers superlumineux. Cet univers superlumineux accumule de l'information depuis le début des temps. Donc, moi, en tant qu'être humain, je peux raisonner avec les mémoires d'autres vies. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire finalement que je peux raisonner avec des mémoires préhistoriques, des mémoires de la Rome antique et ainsi de suite. Donc, toute l'histoire de l'humanité, je peux raisonner avec. Il y avait Carl Gustav Jung qui avait mis en évidence cette notion d'archétype. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, qui indique justement que toutes les émotions, en quelque part, tous les états d'âme qu'un être humain peut avoir vécu, que nous pouvons vivre aujourd'hui, ça appartient quelque part à une forme d'énergie primaire qui s'est comme construit depuis le début des temps et qui fait aujourd'hui qu'on est en étroite relation avec ces énergies-là, quelque part d'origine, et que moi, par exemple, je peux raisonner avec des mémoires d'autres vies appartenant à d'autres époques et qui vont refléter un état émotionnel qui est en harmonie avec ce que je vis aujourd'hui. Par exemple, si je suis en colère, cette colère-là, je peux raisonner avec des mémoires d'autres vies qui sont étroitement en relation avec la colère aussi et qui vont faire qu'il y a une genre de connexion qui va s'effectuer entre moi et la colère de cette mémoire d'autre vie-là. Et cette connexion-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va finalement prendre de mon énergie vitale et elle va quelque part donc l'empêcher de pouvoir circuler librement en moi.
Donc, je vais me retrouver dans une position où, à quelque part, je vais être un peu prisonnier de cette mémoire-là. Et évidemment, c'est là qu'on touche un peu la notion d'exorcisme, hein, c'est-à-dire que on peut concevoir que les mémoires provenant d'autres vies sont des énergies qui sont programmées à souffrir. On va dire ça comme ceci. Il y a des mémoires qui sont programmées à autre chose, hein, mais si on reste à un niveau du bon niveau, on va constater que les mémoires d'autres vies sont programmées à souffrir et que moi, en tant qu'être humain, dès que je souffre, qu'est-ce que je vais faire à un niveau subtil? Je vais me relier à des mémoires qui souffrent. Ces mémoires qui souffrent, ben, quelque part, vont amplifier ma souffrance et va faire quelque part que moi, je vais m'identifier à la souffrance d'une façon encore plus importante et qui va finalement donc me garder dans une forme de prison. La prison, c'est quoi? C'est ma conscience qui est identifiée à de la souffrance. Et que tant et son temps que je suis identifié à cette souffrance-là, ben, je ne suis pas capable d'accéder à autre chose que la souffrance, puisque c'est la seule chose que je connais. Donc, vous comprendrez encore une fois que le travail intuitif, c'est d'apprendre justement à voyager dans cet univers subtil, dans ce champ subtil, pour comprendre qu'on peut aller chercher donc des mémoires, des informations de mémoire personnelle, dans mon histoire personnelle, que je vais apprendre à me dégager puis à me libérer pour me réapproprier mon unité. Je vais travailler sur les mémoires familiales dans lesquelles il y a de la souffrance et dans lesquelles je me sens relié à ces souffrances-là et je vais apprendre donc à les libérer, à les dégager pour me réapproprier mon unité. Et il y a des mémoires d'autres vies qui peuvent aussi amener donc des échanges de souffrances, hein, dans lesquelles je vais me reconnaître dans des souffrances que d'autres époques de l'humanité ont vécues, et je vais donc, à quelque part, me sentir limité à ça, tant eu son temps que je ne ferai pas un travail pour me dégager de tout cela. Et c'est ça un peu qu'on va chercher à faire dans un travail intuitif, hein, finalement, c'est d'accompagner une personne, que si je le fais sur moi, c'est de le faire sur moi, je le fais sur un partenaire, c'est de chercher à accompagner un partenaire pour que lui apprenne justement à se libérer, à se dégager de toutes ces informations, finalement, qui ne lui permettent pas d'être lui-même, en fin de compte. Et c'est ça qu'on pourrait dire que chacun d'entre nous avons une vie à vivre et on pourrait dire que ce que nous avons à vivre, c'est de retrouver notre lumière. C'est de nous retrouver dans une position où notre lumière interne puisse s'épanouir de la façon la plus complète possible. Et pour ça, bien inévitablement, il faut passer par un travail de connaissance de soi pour nous permettre justement de nous dégager de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui n'est pas en harmonie avec nous. Parce qu'on sait tous qu'on peut développer des comportements qui sont en désaccord avec qui nous sommes au plus profond de notre être. Ça ne nous empêchera pas quand même de les développer parce que quelque part, on sent comme des pulsions, on sent comme des instincts, on sent quelque part des émotions qui nous contrôlent en quelque sorte. Et tout ça, ça va passer par un cheminement d'apprentissage de la vie qui va faire qu'à un moment donné, on va être capable de comprendre avec la maturité pourquoi cette souffrance-là était présente et de quelle façon qu'on peut s'en dégager et s'en libérer. Et le travail de la pleine conscience intuitive est certainement un outil qui va beaucoup, beaucoup nous aider à cheminer à ce niveau-là. Alors évidemment, donc, toutes ces relations que j'ai parlé jusqu'à maintenant, mémoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies, ils ont donc un versant limitatif, c'est-à-dire un versant dans lequel on se sent limité par les résonances qu'on peut avoir avec ces mémoires-là, mais je dirais aussi qu'on peut aussi raisonner avec des mémoires expansives dans ces trois secteurs-là, personnel, familial et d'autres vies. Mémoire expansive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux raisonner avec des mémoires qui ont un degré d'évolution supérieur à moi et qui vont m'inviter à développer de nouveaux comportements, des nouveaux cheminements, etc., etc. Donc, vous voyez que l'apprentissage que moi j'ai en tant qu'être humain, c'est d'apprendre donc à me relier à des énergies expansives qui vont me donner l'opportunité de pouvoir me libérer progressivement de ce que j'appellerais le connu, à mon histoire connue, pour accéder à une histoire qu'on pourrait dire inconnue, dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir en tant qu'être humain dans l'essence fondamentale de qui je suis. C'est ça un peu que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc, si on continue maintenant, ce que j'avais envie peut-être de faire avec vous, ça serait de revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir, mais en revenant un peu sur l'aspect de l'épigénétique et puis de vous parler un petit peu de l'aspect santé. Parce que c'est un autre domaine, à quelque part, qui mérite certainement qu'on s'y attarde. Je vais parler donc que le champ énergétique, finalement, c'est un reflet de la qualité de mes cellules, hein, qui sont capables d'absorber et de remettre de la lumière. Ce qui veut donc dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, qu'est-ce que j'observe? Ben, j'observe à quelque part la qualité de sa lumière. Et cette qualité de lumière, cela reflète quoi? Mais cela reflète son potentiel santé.
C'est-à-dire que quand je regarde une personne qui a un beau champ énergétique autour de son corps physique, qui est vraiment bien harmonieux, bien équilibré, ben, je vais pouvoir dire à cette personne-là, vous avez un excellent potentiel santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en prenez soin, ben, vous êtes en santé et vous allez demeurer en santé. Parce que quelque part, vous avez pas de dysfonctionnement dans vos organes, dans vos systèmes. Maintenant, si je regarde une autre personne qui a plein de manques énergétiques dans son champ énergétique, ben, quelque part, ces manques énergétiques-là indiquent bien que les cellules de son corps ne sont pas capables d'absorber et de remettre de la lumière d'une façon équilibrée, qui veut donc dire qu'il y a des manques, qui veut donc dire que les cellules du corps ne sont pas en mesure d'avoir cette relation équilibrée et harmonieuse avec l'univers. Donc, ça indique des dysfonctionnements. Est-ce que ça veut dire que la personne est malade? Non. Ça veut juste dire quelque part que certains de ses organes ont des dysfonctions, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas optimalement. C'est important de faire la nuance entre la maladie et ce qu'on pourrait appeler les troubles fonctionnels. En naturopathie, les troubles fonctionnels, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des organes qui ne fonctionnent pas optimalement. C'est-à-dire que si on va voir un médecin, le médecin va nous dire « tout va bien, madame » ou « tout va bien, monsieur ». Il n'y a pas de perturbation, on a fait des mesures, on a pris le temps de faire des analyses et tout est dans la normalité. Alors, cette normalité, effectivement, apparente, elle est simplement le reflet d'un dysfonctionnement qui n'est pas encore devenu une maladie. Donc, c'est intéressant, encore une fois, que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, ben, de pouvoir constater qu'il peut y avoir donc des fragilités dans son corps qui ne sont pas des maladies, mais qui sont des fragilités. Et que si on parle avec notre partenaire habituellement, on va être capable de lui faire dire justement qu'effectivement, il y a des symptômes qui ne sont pas des symptômes majeurs, mais des symptômes qui indiquent des dysfonctionnements dans son corps. Et qu'encore une fois, l'objectif ici, c'est de favoriser la santé. Donc, de chercher à rétablir le champ énergétique de notre partenaire pour que justement son potentiel santé augmente, augmente et augmente. Donc, on comprend ici encore une fois que quand on parle de cette fameuse notion de multiconscience thérapie, j'ai dit qu'il y avait des mémoires provenant de mon histoire personnelle, des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, mais on pourrait dire également qu'il y a des mémoires d'organes et de systèmes du corps. C'est-à-dire que je pourrais parler au foie, je pourrais parler à l'estomac, je pourrais parler à un œil, au cerveau, etc. C'est-à-dire que tous les organes de mon corps sont animés par une conscience. Et cette conscience-là, évidemment, quand je commence justement à observer le champ énergétique d'une personne, ben, je découvre que ce champ énergétique-là, évidemment, est un cerveau délocalisé, comme je disais tout à l'heure, et ce cerveau-là a donc de l'information, un point de vue des organes et des systèmes du corps et des cellules. Il y a de l'information provenant de mon histoire personnelle, des informations provenant de mon histoire familiale et d'autres vies. Donc, vous voyez quelque part que dans ce propre champ, dans ce même champ énergétique-là, il y a un ensemble d'informations, et cet ensemble d'informations, ben, quelque part, peut être des fois surprenant parce qu'on se dit, mais mon Dieu, c'est qui est là? Hein? C'est qui? Hein, moi, Sylvain Bélanger, je suis unique en tant que corps physique, sauf que dans ce champ énergétique-là, il y a plein de niveaux de conscience différents qui sont là. Et évidemment, vous l'avez compris que la santé, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne communication entre toutes ces facettes-là que je viens de vous nommer. Et ça veut dire quoi, une bonne communication? Mais ça veut dire certainement qu'on peut envisager que les cellules du corps ont donc des potentiels génétiques qui se retrouvent là, et que s'il y a une bonne communication, une bonne coordination entre qui je suis, les mémoires personnelles, les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies, et à quelque part ma structure énergétique, ben quelque part on peut envisager que je suis dans une position de santé. Sauf que s'il y a une mauvaise communication, une mauvaise coordination dans l'une ou l'autre de ces structures-là, inévitablement on peut envisager qu'il peut résulter des perturbations, et ces perturbations, bien évidemment, vont générer des problèmes de santé si on ne fait pas attention. Donc, pour moi, l'idée de travailler sur le champ énergétique, hein, dans la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre justement à reconnaître que mon rôle à moi en tant qu'être humain, et votre rôle aussi, c'est d'accompagner la santé. D'accompagner la santé, c'est de reconnaître que je suis un être fait de chair et d'os, mais cet être fait de chair et d'os est en constante évolution, et cette constante évolution fait que même si je suis fait de chair et d'os et que j'ai pas l'impression de bouger tant que ça quand je me regarde, dans ma structure énergétique, je suis en constant mouvement. Et ce constant mouvement-là, évidemment, si moi je commence à devenir conscient de ce constant mouvement-là, ça veut donc dire que je vais apprendre justement à porter attention à ce qui anime mon être, de façon à ce que ce mouvement-là puisse se diriger de la façon la plus équilibrée possible, afin que mon potentiel énergétique et vivant puisse se manifester de la façon la plus adéquate également possible.
Donc ça, c'est un élément donc important qui est à dire. Puis ce qui est intéressant à regarder par rapport à cette notion du champ énergétique et au niveau du potentiel santé, c'est qu'évidemment, on pourrait dire, oui, mais tu es capable de voir la maladie. Mais qu'est-ce que c'est que la maladie? La maladie, ça a été identifié par la médecine. La médecine a identifié des maladies et elle a défini à quelque part des critères qui amènent à exprimer qu'une personne est malade ou pas. Alors que dans la pratique intuitive, l'objectif n'est pas de déterminer si une personne est malade, puisqu'on reconnaît que l'état énergétique qu'on observe chez une personne est un état, tout simplement. Un état qui peut évoluer dans un sens négatif, dans un sens positif aussi. Donc, le rôle du soignant, c'est de favoriser cette expression positive chez cette personne-là. Donc, si elle a une perturbation, chez notre partenaire une perturbation au niveau de ses jambes, ben quelque part, l'objectif, ça ne sera pas de dire si elle est malade ou pas, ça va être de chercher justement à favoriser la santé, puisqu'on sait que les médecins, eux, vont être en mesure de dire, bon, vous êtes malade ou vous ne l'êtes pas. Donc, on va laisser le soin aux médecins de déterminer la maladie, puis nous, on va être capable de déterminer quelque part donc des perturbations qu'on peut observer et de quelle façon qu'on peut chercher à favoriser la santé. Donc, le focus est vraiment orienté sur l'aspect comment peut-on être en santé plutôt que de chercher donc à mettre dans une case quelqu'un. Parce que si on met dans une case quelqu'un, ben on est en train, quelque part, d'une certaine façon, de l'identifier à une maladie. Et cette maladie-là, bien évidemment, si la personne s'identifie à cette maladie-là puis qu'elle ne développe pas de responsabilité par rapport à l'identification de la maladie, bien évidemment, ça crée des situations de plus en plus figées dans l'espace-temps. Et c'est pas ça qu'on souhaite, puisqu'on comprend, hein, avec la physique quantique, que le corps physique est un corps fait de chair et d'os, mais qui est en étroite relation avec un univers subtil qui est en mouvement et qui est en perpétuel mouvement. Donc, le travail de la pleine conscience intuitive va être surtout d'amener l'individu à devenir conscient de cette relation subtile qu'il a avec la vie pour justement chercher à la cultiver, cette vie-là, et donc de s'éloigner de tout ce qu'on appelle l'aspect figé des choses. Un élément qui est très, très intéressant dans la médecine, qui est confrontante face à la médecine aussi, c'est cette notion de placebo, l'effet placebo et l'effet nocebo. C'est-à-dire qu'on reconnaît que l'esprit est capable, par suggestion, de se faire du bien. Par exemple, si on dit, je vais donner un médicament à une personne et on lui donne du sucre à la place, et que cette personne-là, quelque part, reconnaît quelque part que ce médicament peut être bon pour elle, elle va aller chercher une efficacité de 30 à 35% d'efficacité sur le médicament en question. C'est-à-dire que même si c'est du bonbon qu'elle prend, la personne, si elle est convaincue que c'est un médicament qui peut lui être favorable, on va aller constater d'une façon objective, hein, que c'est 30-35% d'efficacité qu'on va retrouver chez une personne qui se soigne avec du sucre. À l'inverse, l'effet nocebo est un effet aussi intéressant à noter. Si moi, je crois quelque part que ce médicament que je suis en train de prendre est un médicament qui est négatif, par exemple, ben je pourrais chercher à propos entre 20 à 30% d'effets négatifs parce que j'aurais ce regard sur le médicament qui serait donc négatif. Je percevrais négatif. Alors, c'est intéressant de comprendre que on est à l'ère aussi, on est à un âge, je crois, vraiment important de comprendre que on est à l'ère de la conscience. Et la conscience nous oblige à constater que la façon que j'ai de regarder la réalité, elle déploie à quelque part la réalité. Donc, si on pense à l'idée du vaccin, par exemple, actuellement, on a compris que les gouvernements mondiaux, d'une certaine façon, ont beaucoup cherché à créer un stress autour de la vaccination et tout ça. Et c'est sûr que ce stress-là va faire finalement que d'une part, il y a des gens qui étaient paniqués, hein, parce qu'on a vraiment encouragé beaucoup l'idée que le COVID, c'était grave, c'est une maladie grave, etc. Donc, ça a généré de la peur. Et cette peur-là, qu'est-ce qu'elle produit chez l'être humain? Bien, elle produit quelque part une forme de panique. Alors, on parle ici d'un effet nocebo, c'est-à-dire qu'avant même l'idée, quelque part, de devoir prendre un vaccin devient une solution absolument gigantesque, hein, parce que si on ne prend pas le vaccin, bien, quelque part, on va mourir. Donc, il y a quelque chose comme ça, on construisait, on a un effet sur la pensée de l'être humain en jouant sur la peur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit questionner, parce qu'un jour, je pense qu'on va comprendre que la conscience a un rôle important à jouer, mais vraiment très important. L'épigénétique en est la preuve. Hein, quand on commence à comprendre que la pensée peut influencer les gènes, on commence à comprendre, évidemment, que la médecine est en pleine voie de transformation. Ça va peut-être prendre bien des années avant qu'on atteigne ça. Mais c'est clair qu'on ne peut plus, finalement, ignorer
on ne peut pas dire simplement que la médecine est la seule voie scientifique, la seule voie valable, etc. On comprend que c'est une voie qui est très matérialiste de la santé. Mais on comprend également que la physique quantique, la médecine quantique, amène un regard sur cette réalité matérialiste d'une façon différente, parce qu'elle nous amène à comprendre que plus on va dans l'infiniment petit, plus on commence à toucher ce que j'appellerais la lumière. Et la lumière, ben, quelque part, ça rejoint les courants ésotériques, les courants spirituels de bien longtemps. C'est-à-dire qu'on comprend que la matière, c'est finalement de la lumière, c'est de l'énergie. Et que dans ces conditions-là, également, notre pensée, elle est capable d'influencer cette lumière-là d'une façon positive et négative, et que c'est certain que la façon qu'on gère une problématique mondiale comme celle que l'on vit présentement, ben, c'est inévitablement un impact associé à ça qu'on doit tenir compte, on doit faire attention justement pour ne pas induire des états négatifs. Et je dirais que c'est dans les deux sens. Hein. Ceux qui ont été pro-vaccins on s'est fermé les yeux en essayant d'éviter de reconnaître les dangers qui sont associés à la vaccination. Et de l'autre côté, ceux qui sont anti-vaccins ont refusé quelque part, ont été convaincus quelque part que la vaccination était négative, et ils ont comme développé donc une espèce de regard très négatif envers tout ça. Donc, vous voyez que dans ces deux aspects-là, on manque d'objectivité. On tombe dans une dimension émotionnelle et on sait que l'effet placebo et nocebo sont influencés par la pensée. Donc, j'avais envie de faire un petit apartheid là-dessus pour faire un élément de réflexion, c'est-à-dire que aujourd'hui, on doit reconnaître que la pensée a un rôle important à jouer et que faire peur d'un bord ou faire peur de l'autre côté n'est pas une solution. Il faut informer, mais il faut informer d'une façon mature, d'une façon adulte, dans laquelle on reconnaît justement qu'il ne s'agit pas d'avoir raison sur l'un ou sur l'autre ou de faire peur à l'un ou à l'autre, mais de commencer à comprendre justement le pouvoir de la pensée. Et le pouvoir de la pensée, puis de chercher à être dans l'objectivité par rapport à ce qu'on observe. Et je pense que c'est quand même très, très important. Moi, j'ai développé beaucoup un volet de ma pratique avec des gens qui venaient me voir pour déterminer, bon, quelle était la résonance qu'ils avaient avec un médicament. C'est-à-dire, pourquoi ça? Mais il faut comprendre qu'un médicament, ça a une certaine information, ça a une certaine vibration, ça a une certaine énergie de vie. Alors, ce sont des produits à base de plantes, ben, il y a une certaine énergie qui se dégage de ce produit-là. Si c'est un produit allopathique, il se dégage une certaine énergie aussi. Donc, d'apprendre finalement de quelle façon que moi, je peux me relier à ce remède-là et de quelle façon que je peux avoir une meilleure relation avec celui-ci, c'est une démarche qu'on effectue dans la pleine conscience intuitive aussi et qui va contribuer à se donner les meilleures chances pour intégrer un médicament, quel qu'il soit, pour arriver donc à des meilleurs résultats. Donc, ce sont toutes des choses finalement qui nous amènent à prendre conscience que quand on dit la conscience, hein, c'est-à-dire que moi, on l'a vu, on est animé par plein d'éléments dans de soi, mais on comprend que même face à l'extérieur, la pomme que je prends, mais la pomme, c'est une énergie. Et cette énergie-là, quelque part, est en relation avec moi, puis elle a une conscience, cette pomme-là. Donc, je peux communiquer avec la pomme-là, je vais un petit peu plus loin. Mais on peut également comprendre qu'un médicament, ben aussi, a une conscience. Et pourquoi je dis ça? Ben parce que tout ce qui a été conçu quelque part par l'être humain produit une certaine énergie et dans ce sens-là, ben nous, on peut quelque part devenir conscient de l'énergie qui se dégage de ce qui est émis et de chercher justement à la déprogrammer, à la libérer des programmations limitatives pour se relier à une énergie plus saine et plus équilibrée. Donc, vous voyez que ça, c'est un élément qui était donc important que j'avais envie aussi de vous témoigner. Alors, je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Je vais prendre une petite pause en même temps pour regarder où est-ce que j'en étais dans ce que je voulais vous dire pour ne pas oublier rien. Donc, si les questions, n'hésitez pas donc à me les faire savoir toujours dans le petit chat pour que je puisse vous répondre progressivement tout au long de la conférence. Donc là, j'avais envie de simplement peut-être revenir sur, on a vu effectivement qu'il y a des mémoires pendant de l'enfance, des mémoires familiales et des mémoires d'autres vies. Et on a compris évidemment que quand on observait une personne qui était, par exemple, qui était atteinte de problématiques psychologiques, hein, psychiatriques dont j'avais parlé tantôt, on avait constaté effectivement qu'il y a des conflits plus importants chez ces personnes-là. Et ces conflits-là, évidemment, sont reliés à quoi? Quand on regarde les cas par exemple, les gens qui se disent possédés, les gens qui ont pris énormément de drogue, qui ont pris énormément de médication, les gens, quelque part, qui ont des problèmes donc, psychologiques, émotionnels, qui ont vécu des problèmes d'inceste, etc. Bon, des gens qui ont vécu des choses lourdes au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que ces gens-là vont avoir
donc sont toujours faites de chair et d'os, mais la relation qu'ils ont avec le monde subtil est différente, parce qu'ils ont des charges émotionnelles qui sont différentes. Plus ma charge émotionnelle elle est lourde, plus je vais raisonner avec des mémoires qui sont animées par de la lourdeur. Hein, par exemple, si j'ai vécu, j'avais vu un cas d'une personne qui avait été donc violentée par son père, et puis évidemment, donc, ça, c'était quelque chose qui était lourd. Et elle était donc en résonance avec des mémoires, quelque part, de l'humanité, dans lesquelles il y avait énormément de lourdeur également, de souffrance, de douleur, etc. Et il faut comprendre que plus la mémoire émotionnelle est lourde, plus, à quelque part, il y a de la densité dedans. C'est-à-dire que moi, si j'aimais une souffrance très dense et très lourde reliée à une expérience de vécu très difficile, comme par exemple que j'ai vécu pendant la guerre, c'est évident que cette lourdeur-là va faire que je vais raisonner avec des mémoires d'une densité similaire. Et vous comprendrez que quand ces deux informations vont se joindre l'une à l'autre, elles vont devenir effectivement encore plus denses. Ce qui va expliquer, entre autres, les phénomènes paranormaux qu'on retrouve justement dans que j'ai rencontré à plusieurs reprises dans ma vie, hein, des gens quelque part qui se disent possédés ou qui se disent en communication avec une maison hantée ou qui ont vécu des phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire des objets qui vont éclater, des objets électriques qui vont être perturbés par la présence d'une personne. Donc tout ça, effectivement, se sont reliés au fait que moi, en tant qu'être humain, quand je suis en relation avec que je souffre énormément puis j'ai une densité forte émotionnelle, ben je vais raisonner avec des mémoires lourdes également et ça va produire à ce moment-là des impacts dans la matière. C'est-à-dire que je peux à ce moment-là générer des phénomènes paranormaux qui vont finalement être appelés les maisons hantées, des poltergeists, des êtres possédés, etc. Ce sont des choses qui vont se produire. Il faut comprendre ici que toutes ces expériences-là, pourquoi elles sont là? Elles sont là pour me libérer. Elles sont là pour me libérer, puis elles sont là pour libérer l'humanité. C'est ça qui est beau là-dedans. Je vous donne un exemple. Si je reviens avec cet exemple de cette personne-là qui avait expérimenté l'inceste étant enfant, ben, quelque part, cette expérience qu'elle vit avec cette mémoire d'autre vie-là, ben, à quelque part, ça lui donne l'occasion de se réapproprier, de guérir sa blessure, en fin de compte. De guérir sa blessure parce que, justement, en apprenant donc à se dégager de cette mémoire-là, elle va pouvoir faire un travail de guérison sur elle-même pour se réapproprier qui elle est véritablement. Et parallèlement à ça, cette mémoire-là avec laquelle cet enfant-là résonne, par exemple, bien, cette mémoire-là, elle est chargée émotionnellement parlant, d'une grande charge émotionnelle. Elle est très fortement identifiée à cette charge émotionnelle, comme ça elle vivait toujours. Et le fait de faire un travail sur elle va permettre donc un travail de libération aussi. Donc, on va libérer une mémoire de l'humanité et on va se libérer à la fois. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que ça touche un peu cette notion de loi de l'attraction. La loi d'attraction, on a souvent entendu parler pour exprimer que la loi d'attraction, elle ouvrait la porte à l'abondance. Maintenant, on pourrait envisager que la loi d'attraction, elle est une forme de loi simple qui permet de reconnaître que moi, en tant qu'être humain, je suis en interrelation avec cet univers subtil, et cet univers subtil fait que moi, je deviens un attracteur, c'est-à-dire que je deviens un aimant de l'information. Si j'ai vécu un sentiment que j'avais été abandonné, ben quelque part, cette expérience d'abandon que j'ai en moi va faire que je vais attirer vers moi des gens qui vont être attirés par cette information d'abandon que je vais émettre à mon insu. Et eux vont être attirés à moi, à leur insu aussi. Ce qui veut dire que je vais créer des dynamiques relationnelles avec des gens qui vont avoir pour but, sans le savoir, de me donner l'opportunité de me soigner, c'est-à-dire de me guérir de cette souffrance-là que j'ai vécue. Et de cette façon-là, bien évidemment, moi, je vais pouvoir justement, grâce à ces personnes-là, faire un travail de guérison, puis grâce à moi, je vais aussi favoriser la guérison chez ces personnes-là. Et ça, évidemment, on ne comprend pas toujours ça, nous. Et nous, on va dire, ah ben là, j'ai encore vécu une relation avec une personne, elle était vraiment pas honnête. Vous voyez, on va beaucoup pointer du doigt la personne en faisant comprendre que ce qu'elle nous a fait vivre, cette personne-là, c'était inacceptable. Et en partie, c'est sans doute vrai, hein, bien sûr, mais on ne comprend pas quelque part le sens de ce qu'on a vécu. Le sens de ce qu'on a vécu, c'est que moi, j'ai partagé avec un autre être humain une résonance. Cette résonance-là m'a fait comprendre que moi, je n'avais pas encore résolu ma problématique d'abandon et cette autre personne-là n'avait pas résolu une autre problématique de son côté. Et on a effectivement, pendant un certain temps, partagé quelque chose ensemble qui n'était peut-être pas toujours
pleinement équilibrant, d'accord, on est d'accord là-dessus, mais ça nous a permis à nous, à tous les deux, de faire émerger en nous la blessure émotionnelle qu'on en avait vécue et qu'on n'avait pas réussi à résoudre jusqu'à ce moment-ci, et que là, on peut enfin résoudre aujourd'hui, grâce à cette résonance-là qui a pu se faire. Donc, vous voyez que les phénomènes de résonance et de la loi d'attraction, bien évidemment, peuvent contribuer à faire évoluer un être humain, puis ça lui permet donc de se réapproprier des blessures qui sont en lui et de pouvoir effectivement passer à un autre niveau d'évolution. C'est-à-dire que parce que j'ai résolu une problématique grâce à cette relation-là, mais je peux passer à un autre niveau pour me permettre d'être plus en harmonie avec moi. Malheureusement, comme la loi d'attraction est très peu connue dans cette façon que je vous ai présentée, ben on a tendance évidemment à pointer du doigt les autres en se disant cette personne-là c'était un pervers narcissique, ou cette personne-là c'était une hypocrite, ou celle-ci c'était une colérique, ou on va comme pointer du doigt en se déresponsabilisant, en se disant je suis vraiment malchanceux, je suis toujours en train d'attirer vers moi des gens qui sont des enculés. Hein, pour donner une expression un peu forte, là. Mais cette notion d'enculé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont de la souffrance. Et comment ça fait que j'attire toujours ce genre de personnes-là? C'est peut-être que moi aussi, je porte en moi une souffrance. Et ça veut donc dire finalement que si moi, je me responsabilise par rapport à cette souffrance-là, ben quand le prochain enculé va se présenter à moi, ben je vais lui dire, regarde, t'es bien gentil, mais cette fois-ci, je vais passer mon tour parce que j'ai compris à quelque part ce que l'univers voulait me témoigner et j'ai envie maintenant de m'accueillir dans une expression de moi qui soit plus en harmonie avec qui je suis. Et c'est là que la loi d'attraction se continue et que plus j'assume qui je suis vraiment, plus je vais attirer vers moi des gens qui sont plus en accord avec qui je suis parce que je vais être capable de l'assumer. Okay? Assumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'accueillir en moi une force évolutive. Une force évolutive qui est en moi, que j'apprends à assumer, à intégrer, à incarner dans ma propre vie pour favoriser des relations de plus en plus équilibrantes et de plus en plus harmonisantes. Et que plus je fais ce travail-là, ben plus on peut envisager que cette fameuse multiconscience, c'est-à-dire cette espèce d'énergie multipliée en plusieurs parties de moi, vont devenir de moins en moins importantes et je vais me sentir de plus en plus unifié avec qui je suis. Donc, on pourrait concevoir que l'objectif d'une vie, c'est de renouer contact avec cette unité-là, d'être de moins en moins morcelé, mais de plus en plus dans un état d'unité. Et que plus on atteint cela, mais plus on atteint effectivement un sentiment de bien-être avec soi-même, puisqu'on est de moins en moins mélangé par plein d'informations qui ne nous appartiennent pas. Et c'est ça sans doute qu'il faut retenir de cela. L'autre aspect, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas toujours, hein, je vous le dis pour que vous soyez bien à l'aise à ce sujet-là. Donc l'autre aspect que j'avais envie de vous parler, c'est sur la dimension spirituelle, qui est une dimension évidemment qui est toujours un peu plus difficile à parler parce que quelque part, bon, ça impliquerait, il faudrait la connaître. Moi, je vais vous expliquer un petit peu comment je vois ça puis comment j'expérimente ça aussi dans ma pratique. Et on va regarder de quelle façon que la multiconscience thérapie aussi a un rôle à jouer par rapport à ça. Donc, dans l'expérience de la spiritualité, on sait évidemment que, par exemple, par la méditation, l'état de pleine conscience, et on cherche à vivre dans le présent. Qu'est-ce que c'est que vivre dans le présent? C'est d'être capable de s'aligner à un état de conscience avec le sentiment d'unicité. L'unicité avec qui? Ben avec moi. Moi qui se sens en état d'unicité, je reconnais que je suis capable de voyager d'une façon ascendante vers un niveau de couple. Je peux vivre une forme de sentiment de paix, d'harmonie, de tranquillité, de régénérescence, de sentiment d'extase. Et que c'est ça, quelque part, qui va être beaucoup cette notion de pourquoi je médite, en fin de compte. Hein, c'est souvent parce qu'on veut retrouver cet état de bien-être, cet état de silence qui nous régénère, qui nous donne un sentiment, quelque part, qu'on est relié à quelque chose de plus grand que soi. Et dans ce sens-là, évidemment, dans la guérison, il y a tout un volet qu'on pourrait qualifier de guérison par l'âme, hein, c'est-à-dire de tenter de faire un travail sur la guérison, de faire un travail de guérison spirituelle, littéralement, où on cherche à aider à aider à quelque part cette connexion entre l'âme et notre corps physique, de quelle façon qu'on peut arriver à établir une connexion plus juste et plus harmonieuse entre le corps physique et l'expression de l'âme. Alors évidemment, quand on fait ce travail-là, qu'est-ce qu'on va observer, qui est très intéressant, c'est qu'on va constater qu'on va reconnaître en quelque sorte que l'être humain est composé de plusieurs strates, de plusieurs couches. Parce que moi, je suis un corps physique, j'ai donc un champ de lumière, mon fameux rayonnement biolumineux des cellules, qui va finalement représenter une couche, c'est-à-dire la couche énergétique, qui est en quelque sorte la représentation de la lumière que j'émets.
Ensuite, on pourrait concevoir que dans ce prolongement de cette lumière-là, il y a de l'information émotionnelle. C'est-à-dire que je peux me mettre en relation avec de l'information émotionnelle qui sont émises par les cellules et que si je continue mon prolongement, je peux constater que dans cette mémoire, dans cette lumière-là, il y a donc de l'information mentale, donc des pensées. Donc, je suis capable de connecter avec davantage le monde de mes pensées. Si je continue mon prolongement, je peux constater que dans ce prolongement-là, je peux découvrir qu'il y a un monde dans lequel il y a des mémoires d'autres vies qui sont là. C'est-à-dire que je peux constater que je suis en étroite relation avec des mémoires d'autres vies avec lesquelles je suis en résonance. Dans chacune de ces couches-là, il y a une somme d'informations, il y a une somme d'états de conscience aussi qui peuvent être présents en moi. Dans chacun de ces niveaux de conscience-là, d'une façon immédiate. C'est-à-dire que quand je fais une lecture d'une personne, je vais dire, ben oui, ta conscience, elle est là, dans le niveau énergétique, elle se situe à tel endroit, au niveau émotionnel, à tel autre endroit, au niveau mental, tel autre endroit, puis au niveau des mémoires d'autres vies, à tel autre endroit. Donc, c'est là qu'on va vraiment aborder la notion de multiconscience, parce que ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, ben, je suis à un niveau subtil, animé par plein d'états de conscience, plein de couleurs différentes qui se retrouvent dans ces couches que je viens de vous nommer. Et si on va un peu plus loin que le niveau d'autres vies, on va toucher évidemment la notion spirituelle. C'est là qu'on va toucher l'âme. Et on va chercher donc à établir une connexion entre l'âme et le corps physique en induisant un courant d'énergie de l'âme vers les mémoires d'autres vies, donc le niveau causal, ensuite vers le niveau mental, le niveau émotionnel, le niveau énergétique et le niveau physique. Et l'objectif, c'est de favoriser donc une genre d'alignement entre l'expression de l'âme et le corps physique, afin qu'il y ait de moins en moins de heurts, d'obstacles, de perturbations, de déséquilibres qui puissent se faire à mesure que je fasse une intervention où l'énergie de l'âme circule à travers les différentes couches. Et que plus j'effectue ça, bien, plus j'arrive justement à favoriser ce qu'on appelle l'alignement de l'âme, c'est-à-dire que lorsque l'âme est alignée, c'est-à-dire qu'elle va produire un champ énergétique de plus en plus uniforme et équilibré vers le corps physique. Et c'est ça un peu qui va être l'objectif de cette fameuse exploration, en quelque part, de la guérison par l'âme. C'est-à-dire qu'on va chercher justement à rétablir l'individu dans cet état de connexion-là. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça plus particulièrement, c'était surtout par rapport à l'idée de vous montrer que quand on parle de conscience, dans cette expérience-là, ce type d'exercice-là que j'effectue quelquefois avec des clients, on constate que la conscience, elle est vraiment multipliée par plusieurs fois parce qu'à quelque part, dans chacune de ces couches-là, on va retrouver des états de conscience distincts chez notre partenaire qui vont nous permettre de comprendre la complexité de l'être humain qui est là et de comprendre les perturbations qui peuvent être présentes chez lui, puisque cet alignement-là avec l'âme va être un indice de son degré de coordination, en fin de compte, avec toutes les facettes de la personnalité. C'est-à-dire que si moi, je suis en conflit à niveau de mon mental dans ma vie, bien, je vais l'observer à travers ce travail que je vais effectuer. Si j'ai plein de blocages émotionnels, je vais le constater. Si j'ai plein de perturbations au niveau de mon champ énergétique, au niveau donc de mon corps physique, je vais le constater aussi. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on va aussi faire un travail qui va nous permettre vraiment de mettre en lumière beaucoup tout ce travail de ce qu'on appelle la multiconscience, c'est-à-dire de constater que l'être humain que je suis est animé par plusieurs informations qui sont pas nécessairement en accord avec lui et que tout le travail de la santé, en fin de compte, qu'on cherche à établir, c'est de faire un travail de guérison qui va permettre donc de favoriser une paix et une harmonie dans chacune de ces sphères-là. Alors évidemment, donc, ça touche aussi cette notion de la mort, hein, parce que quand on regarde ce travail que je viens de vous nommer, on comprend quelque part que lorsqu'une personne décède, ben, à quelque part, elle va donc quitter son corps physique pour effectivement se retrouver dans sa dimension énergétique et ainsi de suite. Alors, on pourrait dire, on va y aller par étapes. Hein? Elle va se trouver d'abord dans la dimension énergétique, ensuite elle va se trouver dans la dimension émotionnelle. Ce ne serait pas vrai. C'est-à-dire que quand, je vous dis ça parce qu'évidemment, j'ai pas eu la chance, hein, j'ai eu en fin de compte, on est tous confrontés à la mort. Des gens décèdent dans notre vie. On est tous confrontés à cette réalité-là. Et évidemment, j'ai donc l'opportunité de faire un travail sur des personnes décédées qui allaient décéder ou qui décédaient ou qui sont décédées. Donc, j'ai fait un petit peu la démarche de toutes ces étapes-là. Et j'ai constaté, évidemment, que quand une personne décède, elle se retrouve il y a de l'information qui se retrouve dans son corps physique, dans sa dimension énergétique, dans sa dimension émotionnelle, dans sa dimension mentale, dans sa dimension causale, dans sa dimension spirituelle. Donc, on comprend ici
tout le sens de la multiconscience thérapie. La personne est décédée, elle n'existe plus physiquement, mais en même temps, on retrouve énormément d'informations dans chacune des couches énergétiques. C'est ça qui est intéressant aussi à découvrir. Donc, ce qui veut donc dire évidemment qu'on doit comprendre aussi que le processus de la mort, c'est quoi la raison d'être de ce processus-là? On peut penser que l'objectif de la mort, effectivement, c'est de permettre à la conscience d'un individu qui a vécu de finalement se fusionner à la lumière. Et que pour être capable de se fusionner à la lumière, il faut que cet individu-là, progressivement, dans son processus de détachement, puisse se détacher des différentes structures d'attachement qu'il a mis en place dans son monde subtil. Donc, il se détache de son corps physique, il se détache de son corps énergétique, il se détache de sa dimension émotionnelle, de sa dimension mentale, de sa dimension causale, donc des relations avec les mémoires d'autres vies, pour ensuite accéder à une dimension spirituelle. Et vous voyez que le problème ici, depuis le début des temps, c'est qu'on peut envisager que chaque être humain qui décède, en quelque part, n'est pas toujours été en mesure de se dégager de toutes ces structures-là, de l'information mémorielle dans les couches subtilement, de se détacher, de se libérer de ces identifications émotionnelles, mentales. Donc, c'est certain qu'un jour ou l'autre, il va falloir envisager de regarder la vie avec un regard beaucoup plus vaste, de faire face aussi à cette compréhension du subtil pour être en mesure d'arriver à quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Il y a une question d'origine. Quand un organe est déjà atteint par un dysfonctionnement ou une pathologie avérée, dans la densité de l'incidence en termes de guérison, ou est-ce trop tard? Donc, je vais répondre d'abord à cette question-là, pour ensuite, parce que malheureusement, très fréquemment, les gens qui sont malades vont aller voir un soignant énergéticien, un guérisseur, qu'on appelle un guérisseur souvent, dans le moment où elle a fait une énorme démarche avec plein de voix médicales et qui s'avère que la voix médicale lui dit « Écoute, on ne peut plus rien faire pour toi, c'est fini ». Alors, cette personne-là va venir à ce moment-là voir un énergéticien, un guérisseur, alors que toutes les chances de guérison ont déjà été franchies. Donc, c'est sûr que dans ces conditions-là, on ne se donne pas les meilleures conditions pour guérir. Alors, je reviens avec l'idée du potentiel santé. Le potentiel santé, finalement, c'est que quelle que soit la problématique que l'on a, quelle que soit la gravité de la maladie que l'on a, il s'avère que, d'un point de vue historique, il s'avère qu'il y a eu des cas de guérison dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Pourquoi il y a des saints qui sont reconnus comme étant des, je ne sais pas c'est quoi le terme, là, mais ils ont été reconnus comme des saints, en fin de compte? C'est parce que, quelque part, il y a eu des cas de guérison. Des cas de guérison, alors que ces gens-là étaient condamnés à mourir, ils sont guéris. Donc, il existe une chance, quel que soit sur le pourcentage, il existe des chances de guérir, quelle que soit la maladie, quelle que soit la gravité de la maladie dans laquelle on se trouve. Ce qui veut donc dire, quelque part, que si je reviens avec l'effet placebo, mais l'effet placebo est 30 à 35% de l'efficacité d'un remède qui s'avère être du sucre. Donc, si on a la foi, si on a la volonté de vivre, et si on comprend quelque part que vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des projets devant soi, parce que la guérison, pourquoi guérir? Il y a des gens qui se sont intéressés à constater que les gens qui étaient atteints de maladies comme le cancer, par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui arrivaient à guérir. Et une des choses qu'ils ont observé, qui était reliée à la guérison, c'est que ces gens-là avaient des projets de vie. C'est-à-dire que ces gens-là se disaient, voilà, je suis malade, mais je ne veux pas mourir parce que j'ai un projet de vie. Quel que soit le projet de vie que j'ai un projet de vie, et ce projet de vie-là m'a permis de guérir de ma maladie. Alors que ceux qui n'avaient pas de projet de vie, ne passaient pas à travers parce qu'eux n'arrivaient pas à se projeter finalement. Et là, c'est là qu'on touche cette notion de virtualité dont j'ai parlé tantôt. Un potentiel virtuel. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une vision de qui je suis, qui évolue, qui progresse, mais je peux également très bien constater que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, puis que je ne me vois plus me projeter dans l'avant, je n'arrive plus à me concevoir dans le futur. On comprend ici qu'il y a tout un phénomène relié à ce processus psychique. Tantôt, on a parlé d'épigénétique. L'épigénétique qui est quand même intéressante parce qu'elle nous met en contact avec l'idée que les gènes sont influencés par l'esprit. Et on sait que dans les gènes, quelquefois, il y a des structures finalement qui indiquent le vieillissement, qui indiquent justement le degré de vieillissement qu'on peut avoir, etc. Et on peut l'influencer. Donc, c'est certainement intéressant de réfléchir sur ce processus-là. Alors, pour répondre à la question, je dirais que bien sûr que toute pathologie, à quelque part avérée, on peut certainement faire quelque chose. C'est certain que plus on fait une démarche rapidement, plus à quelque part on a des chances
d'arriver à des meilleurs résultats. Si on attend à la dernière minute, c'est évident qu'on ne se donne pas les meilleures chances. Donc, moi, je dirais que par rapport à une pathologie, quelle qu'elle soit, la première chose, c'est la connaissance, connaître la raison d'être de la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre ce que le corps souhaite me communiquer, parce que je pourrais très bien dire, ah, j'ai compris pourquoi je suis malade, j'ai lu dans un livre que, vous voyez, ça, c'est une démarche intellectuelle. Moi, je vous parle d'une démarche où on apprend à vivre dans notre corps pour aller connecter avec la souffrance, connecter avec la douleur, connecter avec la raison d'être de notre problématique de santé. Donc ça, c'est la première chose. C'est la connaissance de la maladie. Pourquoi la maladie est présente en moi? C'est quoi la perturbation et c'est quoi le message que le corps souhaite me communiquer? Ça, je pense que c'est vraiment un élément qui est très important par rapport à un processus de guérison. Le deuxième élément, certainement, qui est important, c'est, il faut en être conscient, c'est l'aspect alimentation, vitamines, minéraux, etc. Bon, tout cet aspect-là, de tenir compte à quelque part de quelle façon que je peux améliorer à quelque part mon hygiène de vie par rapport à cette problématique de santé-là. C'est un élément important aussi, je pense, qui mérite à quelque part qu'on s'y attarde. Et un troisième, bien évidemment, c'est donc le soin énergétique qui va nous permettre justement de rétablir la lumière dans notre corps. Et cette lumière-là, évidemment, si on le fait avec quelqu'un qui est capable de comprendre que la lumière que moi, je peux donner à une personne, bien, cette personne-là, elle peut ne pas la recevoir parce qu'elle la rejette ou elle la refuse, parce que quelque part, elle a peur de cette lumière-là pour diverses raisons. Mais on comprend ici que on est en train d'accompagner une personne dans un processus de guérison. Ainsi, on envoie la lumière, puis on sait pas qu'est-ce qu'on fait, on sait pas comment notre partenaire le reçoit, et on se dit, bon, ben moi, je fais confiance à la lumière, puis j'espère que ça va bien aller. C'est un peu comme si on était à l'aveugle. Moi, je favorise beaucoup cette idée que quand on fait un soin énergétique, on doit être attentif à comment notre partenaire reçoit l'énergie qu'on lui donne. Parce que c'est la meilleure façon, finalement, de l'accompagner dans son processus de guérison. Si moi, j'envoie de la lumière à une personne et que cette personne-là, je constate que dans son bassin, il y a des grands cris de douleur, des grands cris de souffrance, et que la personne ne veut pas quelque part que je vibre dans cet espace-là chez elle, ben, c'est une information importante. Si je parle à mon partenaire, puis que je lui fais part de ça, puis que je fais une démarche avec cette personne-là pour qu'elle apprenne justement à découvrir qu'est-ce qui anime cette région-là, ben, je l'aide dans son processus de guérison parce que je rétablis la vie dans un espace qui n'était plus vivant en quelque sorte. Donc, vous comprendrez que la santé, c'est quelque chose de complexe, bien évident, et c'est sûr que moi, je prends pas la position de médecin. Le médecin a un regard qui lui est propre. Moi, je prends la position de quelqu'un, finalement, qui s'intéresse à la conscience et de quelle façon qu'on peut permettre à la conscience de mieux habiter le corps dans lequel on se trouve. Et comment on peut faire ça? C'est en donnant au corps les meilleures conditions possibles pour que la conscience puisse exister dedans d'une façon harmonieuse. Et pour ça, il faut faire la paix entre les deux. Et c'est ça le travail que je vais proposer. Donc, moi, je sais que j'ai vu des gens qui ont guéri alors qu'ils étaient condamnés, et j'ai vu des gens qui sont morts alors qu'ils étaient condamnés aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de règle à tout ça. La vie est quelque part complexe, puis je pense que c'est important de respecter ça. Mais l'idée de base, dans un travail comme moi je propose, c'est de favoriser donc la santé. Et favoriser la santé, c'est peut-être quelquefois aussi aider une personne justement à accepter l'idée qu'elle est prête à mourir. C'est une option aussi qui existe. Mais donc, j'espère que j'ai répondu à la question, Régine, sur cette première question que tu m'as posée. La deuxième, quelle est la place du choix de l'âme par rapport à ce qu'elle a choisi de vivre avant sa descente dans la matière? Bon, alors, encore là, c'est une deuxième question que je vais prendre le temps de répondre. Quelle est la place du choix de l'âme par rapport à ce qu'elle a choisi de vivre avant sa descente dans la matière? Ça reste une question, évidemment, qu'on dit associée au bon Dieu. Hein. Tu peux la poser au bon Dieu, et le bon Dieu, ben, gratterait dans sa barbe, puis se dire, OK, je vais te répondre, mais ça va prendre un peu de temps pour que je puisse t'expliquer en détail ce que ça veut dire. Ce que je veux faire comprendre en disant ça, c'est que moi, je suis simplement Sylvain Bélanger, et je vais répondre humblement à une question qui mériterait quelque part que tu l'adresses au bon Dieu, ce que je ne suis pas. OK? Donc, par expérience, ce que je te dirais, moi, de mon côté, dans ma compréhension de ça, c'est que moi, je pense que l'être humain, à quelque part, s'incarne dans la matière avec une série, il y a des règles, des lois, je dirais ça comme ceci, qui sont déterminées par des phénomènes d'attraction. Alors, l'être humain qui naît dans la matière, ben, quelque part, il va finalement partir de son âme, puis il va donc s'habiller, on va dire ça comme ceci,
par des mémoires d'autres vies, par une construction mentale, une construction émotionnelle, énergétique, physique, etc. Et que tout ce processus-là va se faire à un phénomène d'attraction. Donc, c'est pas déterminé d'une façon consciente, je dirais. C'est plus déterminé par un phénomène de résonance qui s'effectue selon des vibrations, des règles, etc., qui sont au-delà de notre conscience et de notre compréhension. Donc, quelle est la place au choix de l'âme? La place de choix de l'âme est importante. Je dirais que l'âme est quelque part un rôle important à jouer dans tout ça. Mais maintenant, ce phénomène-là, finalement, n'est pas étroitement relié à... Je comprends à quelque part, là, tu me reviens avec l'idée que c'est en lien avec la maladie. J'avais bien compris que c'est en lien avec la maladie, mais j'avais envie de présenter les choses un petit peu plus larges parce que c'est plus large, je dirais, comme vision. Mais ce que je pourrais te dire par rapport à la fameuse notion de la maladie ou de la santé, etc., et du rôle de l'âme, c'est un terme qui est complexe parce que l'âme, finalement, si on parle du principe, si on vient avec la médecine quantique, l'idée de la médecine quantique, c'est que tout est dans l'immédiat. Quelque part, le passé, le présent et le futur sont dans un même processus. Quand je regarde le champ énergétique d'une personne, je vois son passé, son présent et son futur à l'intérieur de cette même dynamique-là. Donc, l'expression de l'âme, qu'est-ce que c'est? Ce sont des potentiels. L'âme, finalement, elle, quelque part, elle veut finalement exister. Maintenant, si toi, par exemple, dans ton vécu, dans tes expériences, dans tes résonances, tu n'arrives pas à concevoir que ton âme, tu puisses la faire exister, parce que, quelque part, tu identifies à des croyances, à des limitations, tu tombes dans des potentiels, tu as des blessures qui font que tu vas vibrer, bien, c'est sûr que l'âme ne pourra pas s'exprimer à ce moment-là. Et tu vas prendre une certaine direction. Et dans ce sens-là, je ne veux pas te faire comprendre, te faire croire que tu es responsable de ça, mais je veux faire comprendre que la conscience que tu as en tant qu'être humain a pour objectif d'essayer d'évoluer, de progresser le mieux possible. Et qu'on sait, et puis quand je dis on sait, parce que je pense que dans l'humanité, on a découvert qu'il y avait la médecine qui pouvait être une solution pour aider les gens à vieillir le plus longtemps possible en santé. Il y a la psychothérapie, le chamanisme. Il y a plein de courants qui ont existé à travers le temps pour essayer d'aider l'humain à se comprendre, à évoluer, à progresser, à cheminer. Pourquoi? Parce que l'être humain, lui, tout seul, il n'est peut-être pas toujours capable de cheminer, d'évoluer, de progresser comme il le souhaiterait. Donc, oui, bien sûr que l'âme a un certain rôle à jouer là-dedans, mais ce que je dirais finalement, c'est que à travers tout le processus de la vie, il y a ces fameux phénomènes d'attraction. Je vais donner un exemple de ça. On pourrait très bien dire, par exemple, une catastrophe. Ben, la catastrophe, ben, ils sont tous morts. Ben oui, c'est vrai, il y a eu 3 millions de morts. Il y a eu une grosse catastrophe. Ils ont tous choisi de mourir. Ils avaient tous choisi l'âme avait choisi de mourir. Toutes ces personnes-là avaient choisi de mourir. Et là, évidemment, c'est une question intéressante. Mais moi, je pense à quelque part que on est à quelque part des vibrations, des énergies, et qu'évidemment, l'âme, elle est pas liée à cette dimension plus terrestre, plus dense de l'être humain. Donc, l'âme est une lumière. Et cette lumière-là, ce qu'elle veut, c'est manifester sa lumière. Mais moi, si, quelque part, ma conscience mémorielle me limite dans ma lumière, je suis pas en train de... C'est pas l'âme qui m'empêche d'être ma lumière, c'est ces limitations-là que j'ai. Et tout mon travail va consister à me dégager de ça. Donc, la beauté de la chose, c'est que l'âme a un rôle à jouer, mais moi, en tant qu'être humain, en tant qu'être de lumière, j'ai un rôle à renouer contact avec la lumière, puis à me permettre de me dégager de toutes ces obstructions-là, je dirais. Toi, dans ce sens-là, c'est ça un petit peu que je répondrais par rapport à ça. Puis il y avait une troisième question que tu avais qui était maladie à vivre pour son évolution qui pourrait empêcher un processus de guérison. Moi, je vais donner des exemples des expériences que j'ai vécues qui m'ont quand même troublé parce que ce sont des gens que j'accompagnais. Une personne, entre autres, je me rappelle, qui était atteinte d'un cancer. C'était une récidive. Et elle m'a appelé. Elle ne pouvait pas se déplacer. Elle m'avait demandé de faire un soin à distance. Et quand j'avais fait le soin à distance, la première chose qu'elle m'avait dit, c'est « je ne veux pas guérir, je ne veux plus continuer à vivre ». Et ça m'avait surpris parce que c'est une personne qui ne semblait pas du tout me transmettre ça dans son regard rationnel. Quand elle me disait elle voulait vivre, elle voulait continuer, etc. Et j'ai continué le soin. Je n'ai pas voulu m'arrêter à ce qu'elle me disait au départ. Puis elle est restée dans cet état-là. Et ça m'avait surpris, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et par la suite, j'ai malheureusement revécu des situations comme celle-là. Et ce que j'ai compris, c'est que lorsque l'être humain n'est plus capable d'évoluer, puis de progresser, puis cheminer, ben il dit « Arrête Sylvain, tu as beau me mettre de la lumière, je ne suis plus capable, je m'en vais. » Alors, cette personne était décédée
quelques jours plus tard, alors que c'était pas du tout prévu qu'elle puisse décéder aussi rapidement, parce que tout allait relativement bien. On n'avait pas envisagé même qu'elle allait mourir de ce cancer-là non plus. Donc, c'était quelque chose qui m'avait quand même troublé. Tout ça pour te dire justement que c'est ça, c'est que je pense que cette notion d'épigénétique dont je parlais tantôt est importante. C'est-à-dire que si ma conscience, moi, elle évolue, puis elle progresse, puis elle chemine, puis elle me fait comprendre quelque part que j'ai des potentiels virtuels, des potentiels de réalisation, des potentiels à quelque part d'expérimentation importante dans ma vie que j'ai à accomplir, ben je pense effectivement que je vais contribuer à donner une forme de régénération à mon être. Malheureusement, ben évidemment, ça arrive quelquefois que l'être humain se sent donc il atteint sa limite. Et dans ce sens-là, bien évidemment, il y a une mort qui va s'en suivre à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question par rapport à ça, mais évidemment, c'est des choses que j'avais constatées, c'est que lorsqu'une personne se sent comme plus désireuse de vivre, ben quelque part, ben j'ai beau faire la déprogrammation, c'est là que j'observe que la lumière, quelque part, ben j'ai beau lui donner tout ce qu'elle a besoin pour être renoué contact avec la santé, le corps ne va pas suivre. C'est-à-dire que les perceptions subtiles que je vais avoir vont rester figées dans une expérience puis vont me dire carrément, bon, arrête Sylvain, non, moi je décide d'arrêter, etc. Donc, vous voyez, et même si je continue, ça va rester dans ce même niveau-là. Donc, on comprend ici que le travail subtil, finalement, que l'on fait, c'est de chercher à favoriser la santé jusqu'au moment donné où le corps, ben, quelque part, lui, a comme choisi, entre guillemets, de ne plus être en mesure de continuer sur Terre. Et là, à ce moment-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est de l'accompagner. L'accompagner, c'est donc d'aider ce corps à mourir, puis ensuite d'aider justement cet être-là, cette multiconscience de cette personne-là qui va mourir, de l'accompagner dans le processus de dissolution dans les différentes couches dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Régine. Je te remercie pour les questions que tu m'avais posées. J'espère que j'ai répondu de façon satisfaisante. Mais ce que j'aimerais dire pour conclure véritablement, c'est que oui, on peut envisager on peut envisager du positif face à une maladie. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu es, mais l'idée de guérir quelque part, c'est vraiment en relation avec une prise en charge de soi, dans laquelle on reconnaît effectivement on entreprend plusieurs voies pour arriver à envisager cette guérison-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose, évidemment, que si on a la foi, puis qu'on a le désir de vivre, puis qu'on va justement favoriser la vie en soi, ben je pense qu'effectivement, il y a bien des choses qui peuvent se produire, des petits miracles qui peuvent se produire. Moi, j'en ai vu dans des soins que j'ai fait avec des gens qui étaient condamnés, tout ça, qui ont pu continuer à vivre. Donc, je pense que c'est quelque chose d'envisageable. Il faut maintenant simplement se donner la permission de regarder pourquoi je veux vivre, hein, parce que c'est bien beau de dire je veux continuer à vivre, mais pourquoi je veux vivre? Donc, il faut nommer quelque part la raison de notre existence et en quoi cette maladie-là, quelque part, est un messager qu'on a entendu et qu'on a envie maintenant d'entendre ce message-là, puis de faire de notre vie quelque chose qui va être enrichi par la maladie. Ça, je pense que c'est un élément important pour être capable d'évoluer et de progresser à ce niveau-là. Donc, je te remercie, Régine, pour tes questions. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui concernant donc médecine quantique et multiconscience thérapie. Donc, s'il y a des questions, des interrogations, ben, vous pouvez toujours me les indiquer toujours dans le chat. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, vous savez que c'était que j'avais proposé donc des petites démonstrations, si vous êtes intéressés, avec des gens du groupe, là, je pourrais faire des petites démonstrations maintenant pour pouvoir le faire. Donc, il y a Anaïs qui dit, moi, je veux bien. Donc, est-ce que tu as un thème particulier, Anaïs, ou je me laisse aller? Je pense que je vais me laisser aller, mais bon, si jamais tu me dis que tu as un thème, ben, je vais prendre le temps de tenir compte de ça. OK. Ça, ce que je sens de toi, Anaïs, à premier temps, c'est comme si dans le bas de ton corps, si tu pourrais me dire qu'un empressement. Tu sais, l'empressement, c'est un peu comme quelqu'un qui veut faire les choses, bien faire les choses, mais empressé. C'est-à-dire, je veux faire les choses d'une façon vraiment, vraiment très, très bien, mais je veux le faire d'une façon très, très... je vais être très précis à le faire. Donc, il y a une espèce de dualité là-dedans. Hein, on veut faire les choses très, très bien,
mais on veut les faire d'une façon empressée. Donc, ça crée une forme de tension. Puis cette tension-là, ça peut générer effectivement des désordres au niveau du sommeil, des désordres au niveau d'une espèce d'agitation intérieure, parce qu'on veut tellement que les choses soient faites bien et rapidement, ben, quelque part qu'on devient effectivement obsédé un petit peu par la volonté de bien faire et de vouloir les faire bien rapidement aussi. Donc, on ne peut plus dormir dans des conditions comme ça, tellement qu'on veut bien faire les choses. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Anis. Tu me dis que c'est possible, OK. Donc, ça, c'était une première chose. Puis, la deuxième chose que j'aimerais te dire par rapport à ça, c'est que si on établit justement une énergie, quelque part, un mouvement énergétique dans tes jambes et dans ton bassin, qu'est-ce qu'on observe dans le haut de ton corps, tu vois? C'est que cette énergie que je viens de te décrire, qui est empressée, il y a dans ta tête une forme de raideur qui est là. La raideur, c'est comme quelqu'un qui veut bien faire les choses, mais d'une façon droite et d'une façon un peu ferme, un peu comme avec des œillères. Moi, je vais faire les choses d'une certaine façon, ça va se faire comme ceci, ça va se faire comme cela. J'ai pas envie, à quelque part, de laisser un mouvement. J'ai pas envie à quelque part d'une certaine façon que la vie me parle. J'ai envie à quelque part, moi, c'est comme ça que je veux faire les choses, puis je vais le faire de cette façon-là. Puis s'il y a des obstacles, je vais me battre pour arriver à faire ces objectifs-là de cette façon-là. Tu vois, c'est un peu comme ça que je sens ça. Donc, tu vois, c'est comme s'il y a deux consciences. Il y a une conscience à quelque part qui est très patiente et qui veut faire les choses de façon très, très rapide en même temps, donc ça ne va pas ensemble, mais bon, c'est comme ça que je percevais ça dans le bas du corps. Et puis dans le haut du corps, il y a cette espèce d'œillère qui veut faire les choses. Mais moi, ce que je sens de ça, c'est beaucoup d'émotions, en fin de compte, Anaïs, par rapport à ton bassin, à ton ventre. Ces émotions-là, finalement, c'est que c'est bien beau de vouloir faire les choses d'une certaine façon, rapidement, très méticuleusement, etc. Mais là, on doit reconnaître que les émotions existent. Et les émotions, c'est pas un défaut d'être émotionnel, c'est un état émotionnel. On est tous le droit d'être émotionnel et que si on reconnaît qu'on est émotionnel, ben on a peut-être le droit de reconnaître justement que on peut effectivement faire les choses à son rythme. On peut également se remettre en question. On peut à quelque part avancer, reculer. Comme si j'ai l'impression que tu voulais pas tu ne vas pas passer par quelque chose que tu connais de toi, qui est un côté de toi qui remet en question les choses. Et comme tu ne veux pas les remettre en question, mais c'est un peu comme si tu disais, OK, là, ça suffit, on va faire, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Puis tu vois, comme si on avait une espèce de combat intérieur pour pouvoir finalement compléter quelque chose, sans prendre le temps de reconnaître, moi, ce que j'appellerais la relativité. Tu sais, relativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je suis capable de relativiser les choses. C'est-à-dire que je sais que je vais faire quelque chose, je vais le faire à ma façon, pas à ma manière, mais je vais quand même expliquer que j'ai choisi de faire ça comme ça pour telle raison, mais que je sais qu'il existe d'autres façons de faire. Hein, s'il aurait été la suivante, la suivante, la suivante, mais j'ai choisi quand même de faire celle-là parce que c'était celle qui m'apparaissait la plus judicieuse actuellement. Tu vois? Donc là, on tombe dans quelque chose de plus relativiste. Et moi, j'ai l'impression que chez toi, tu as avantage à reconnaître cette facette-là de toi parce que ça veut dire que ça ouvre la porte à la communication. Quand on est dans cette communication-là, qu'est-ce qu'on fait? On explique aux gens pourquoi on a fait, j'ai décidé à la gauche, pas parce que j'avais la certitude à 100% que j'allais à gauche, j'ai été à gauche parce que j'avais 51% de certitude par rapport à la gauche pour telle raison, mais j'avais quand même 49% qui me disaient d'aller à droite, mais j'ai choisi de ne pas y aller pour telle raison. Donc là, on est dans une forme de nuance. Et cette nuance-là, quelque part, n'est pas confortable tout le temps, mais en même temps, elle est plus toi que de finalement être trop rigide, je dirais, ou trop ferme par rapport à qui tu es. Et je sens que c'est beaucoup relié à ton ventre, à ton plexus solaire, toi, cette forme d'incertitude-là. Et c'est une incertitude, quelque part, qui va souvent te faire douter au niveau de ton avancement. Et c'est ça que tu ne veux pas connecter avec. Puis moi, je pense que cette façon de douter, ben, t'amène simplement à être quelqu'un d'ouvert, d'être quelqu'un d'humain. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose pour toi de faire une démarche dans ce sens-là. Je sais pas ce que tu en penses, Anaïs. Vous devez ouvrir votre micro si vous souhaitez parler, Anaïs. C'est vrai, je me sens en retard. OK, de toute façon, ben, moi, je te dirais quelque part, ce que je consens, c'est qu'il y a quelqu'un
Tu sais, moi, ce que je te dirais quelque part, c'est que c'est une personne, je dis ça d'une façon comme celle-là, là, on pourrait parler d'une personne évoluée. Une personne évoluée, c'est toujours gentil de se faire dire ça, mais c'est quand même un peu comme ça que je pourrais le dire. Une femme évoluée, c'est comme une femme, quelque part, qui est capable de comprendre, de regarder, de poser un regard. Quand on est évolué, des fois, on a des difficultés à prendre une décision. Parce que quand on a cette compréhension globale des choses, on a la difficulté à dire oui ou à dire non, parce qu'on comprend que le oui implique des choses, que le non implique des choses, puis que finalement, comme on a un regard global, ben on va comprendre que chacun d'eux a des plus et des moins, puis on va avoir la difficulté à trouver une position de justesse. Et parce qu'on va choisir une voie, on va se dire, ben, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'on va choisir l'autre voie, on va se dire, c'est pas tout à fait ça. Donc, on va toujours être un peu dans une espèce d'inconfort. Et je pense que c'est ça, quelque part, que tu dois apprendre à vivre avec cet inconfort-là pour apprendre justement à reconnaître que tu n'es pas quelqu'un de conflictuel. Tu es quelqu'un, toi, qui cherche à communiquer avec les gens, qui cherche à comprendre les gens, qui cherche à comprendre les gens comme à te comprendre, puis qui cherche aussi à faire valoir ce que tu comprends, puis à faire valoir quelque part que les autres ont le droit aussi d'avoir leur regard, puis que t'es pas obligé d'avoir, ils n'ont pas obligé d'avoir raison sur toi, tu n'es pas obligé d'avoir raison sur eux, qu'il y a donc un échange qui résulte de ça, tu vois, puis c'est un peu que je sens qui est certainement la voie qui pourrait te permettre de développer un plus grand calme en l'intérieur de toi-même. Parce que je pense que quand tu étais enfant, on t'a beaucoup agressé dans l'idée de vouloir t'imposer des choses. Et ça t'a mis dans une position de grande insécurité et ça t'a mis dans une position justement où tu as un petit peu peur d'oser incarner ta propre lumière. Et je pense que la démarche que tu es en train de faire actuellement, c'est d'apprendre à le faire. Donc, c'est là un peu d'où la difficulté que tu es en train de vivre actuellement à ce niveau-là. Donc, je vais te laisser me répondre s'il y a d'autres choses, Anaïs. Il y a une question de José. Je vais revenir ensuite sur Régine, que je n'oublierai pas. Mais José me disait, est-ce que c'est possible qu'il y ait une partie de soi qui n'est pas prête à évoluer ou guérir? Cette question est par rapport à votre explication sur une personne qui peut avoir plusieurs facettes. Absolument. Quand on regarde au niveau de l'âme, par exemple, on peut très bien concevoir qu'une personne peut avoir une perturbation au niveau mental, par exemple, une perturbation majeure au niveau du son mental, qui peut avoir une influence sur sa santé, qui peut empêcher aussi un processus de guérison. Donc, on peut vraiment concevoir que quand moi j'ai fait un travail sur des gens qui se disaient plus prêts à évoluer, qui étaient prêts à mourir, qui n'étaient pas en mesure de pouvoir évoluer, progresser, mais c'est évident que ça impliquait quelque part certaines facettes d'eux qui voulaient plus vivre, alors que d'autres facettes pouvaient vouloir vivre aussi. Donc, c'est certain que l'idée d'un corps physique qui n'est pas en santé, quand je vous disais tantôt, je parlais du potentiel santé, quand je regarde une personne qui a un potentiel santé, ben, ce que je vais constater, c'est qu'il y a des zones d'ombre, des zones de perturbation dans son champ énergétique. Ces zones d'ombre, c'est des endroits où la lumière ne passe plus. Alors, ces zones d'ombre-là sont des zones qui disent « je ne veux plus vivre ». Alors, on est tous là-dedans, hein? On est tous en tant qu'humains prisonniers de certaines facettes de soi qu'on ne s'est pas permis d'accueillir, on ne s'est pas permis d'accueillir notre lumière dans certaines régions de notre corps parce que ça faisait trop mal. Et la guérison consiste justement à renouer contact avec cette lumière-là pour se permettre justement de pouvoir favoriser une guérison. Donc, quand on dit qu'il y a des facettes qui ne veulent pas guérir, ben, on peut être en relative santé puis avoir des facettes de soi qui ne veulent pas guérir parce qu'effectivement, ça fait trop mal. Puis, si on ne fait pas de travail là-dessus, ben, ça peut effectivement entraîner donc des perturbations plus importantes et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est s'accompagner pour favoriser la santé, c'est s'accompagner pour garder la lumière à l'intérieur de soi le plus possible et de travailler sur les zones d'ombre qui ont moins bon potentiel santé pour amener potentiel santé à devenir de plus en plus important. Y a-t-il un moyen pour remettre en vie cette facette? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai nommé. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, le soin énergétique va contribuer à mettre de la lumière dans le corps, sauf que si le corps résiste à cette lumière-là, on va aller voir pourquoi ça résiste. Donc, il y a la conscience émotionnelle, mémorielle, mentale, causale qui est associée à ça, qui va être présente. On va chercher à déprogrammer pour permettre à libérer les programmations associées à ça, pour permettre donc de renouer contact avec la lumière. Donc, il y a les fascias aussi sur lesquels moi je travaille. Souvent, les gens qui sont résistants à la santé ont développé des fixités dans leur tissu. Alors souvent, je travaille sur les fascias pour rétablir justement la mobilité tissulaire du corps. Donc ça va être un autre élément qui va jouer, qui va être important. Voilà. Donc, je reviens avec Régine, qui avait donc une question. J'ai des douleurs gastriques depuis plus de 2 mois.
OK. Alors, comme je te dis, moi, c'est pas une évaluation médicale que je fais ensemble avec toi. Hein. Je vais prendre le temps de regarder globalement ce que je perçois. Ce que je sens de toi, Régine, dans un premier temps, c'est quand on dit la dureté, on va appeler comme ça la dureté. La dureté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux avoir l'impression que je mérite de recevoir, par exemple, des choses pas gentilles. Hein, je peux avoir donc l'impression que je mérite qu'on ne soit pas gentil avec moi. Pourquoi je crois que je mérite ça? C'est peut-être que quand j'étais enfant, ben, j'avais l'impression de faire mon mieux, puis quelque part, on n'était jamais content. On n'était jamais content de moi, on n'était jamais satisfait de moi. On avait toujours l'impression quelque part que j'en faisais pas assez. Donc, j'ai développé cette espèce de position où je suis habitué à ce que l'extérieur exige de moi des choses que je ne suis peut-être pas capable de leur donner. Mais pour moi, c'est normal parce que c'est comme ça a toujours été. OK? Donc, ça, c'est une première chose qui m'informe un petit peu de pourquoi je te parle de ça, c'est parce que pour moi, c'est relié aux intestins. OK? C'est pour cette raison que je parle de ça. Donc, si tu as des commentaires là-dessus, tu peux m'en faire part, bien sûr, donc, pour qu'on puisse progresser. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rétablir le mouvement énergétique dans la région pour voir un petit peu comment est-ce que ça va bouger. Ce que je sens de ça, c'est comme quand on essaie de rétablir le mouvement dans tes intestins, c'est la peur, tu sais, quand on dit, par exemple, j'ai peur que je vais, tu sais, on pourrait dire ça comme ceci, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur quelque part qu'on ne m'aime plus, j'ai peur quelque part qu'on me donne plus de valorisation. Tu vois, même si cette valorisation n'est pas une valorisation positive, hein, puisque j'ai dit tantôt, c'est un peu comme si je recevais des baffes. Ben, recevoir des baffes, c'est de l'attention, mais c'est pas de l'attention comme peut-être que je souhaiterais idéalement. Hein. C'est pas qu'on n'ait pas envie d'avoir ce genre d'attention-là. Sauf que quand on est habitué à recevoir ce genre d'attention-là toute notre vie, on a l'impression que c'est la seule possible. Donc, on y est attaché. Et j'ai l'impression que quand j'essaie de rétablir le mouvement au niveau des intestins, c'est ça qu'on ressent. Comme ça, quelque part, il y avait cette espèce de position qu'il faut que je tienne le coup. Et tenir le coup, ça veut dire quoi? Il faut que j'endure. Il faut que j'accepte de fermer les yeux, puis d'endurer encore et encore et encore, même si c'est plus acceptable, parce que je me dis que c'est le seul moyen pour moi de m'accrocher à quelque part ce que moi je crois être finalement comme étant de l'amour, comme étant une relation importante, etc. Donc, de cette façon, je me prive de reconnaître à quelque part que moi, j'ai un deuil à faire. Ce deuil-là, bien évidemment, c'est de reconnaître que dans mes jambes, il y a une femme qui a envie de se tenir debout, puis il a envie de dire, ça suffit, je n'ai plus envie d'entretenir ce genre de relation-là. Tu vois, c'est ça un peu que je sens par rapport à toi. Je ne sais pas si tu as des choses que tu peux me communiquer à ce sujet-là, me donner un feedback par rapport à ça, parce que c'est un peu l'idée. Donc, tu vois, pour établir la potentielle santé, mais c'est de renouer contact, effectivement, avec ce deuil. Et le deuil, c'est de constater qu'on n'a peut-être plus envie d'entretenir des relations qui ne correspondent pas à ce que nous, on veut. Et dans ce sens-là, bien évidemment, de reconnaître quelque part que notre envie, c'est de nous apprécier, de nous aimer à notre juste valeur. Et c'est là, évidemment, qu'on touche le potentiel évolutif. Hein, parce que notre valeur, c'est quoi? C'est de reconnaître, justement, qu'il y a avant, on était un peu passive, on acceptait des choses, et là, on n'a plus envie de cette forme de passivité-là. On a envie maintenant de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Et c'est ça un peu que je sens qui serait la suite à ce niveau-là. Donc, Régine qui me dit, oui, ça me paraissait juste en lien avec le conflit avec des représentants de l'autorité. Oui, puis je pense que c'est là quelque part que ces liens avec l'autorité, quelque part, c'est relié à la passivité. C'est ça qui était intéressant pour toi à regarder également. Être passive face à l'autorité, bien évidemment, fait que l'autorité, ben, elle a un regard sur nous, puis elle nous amène dans une direction, puis nous, on est passif parce qu'évidemment, l'autorité, c'est l'autorité, mais on peut également aussi questionner l'autorité. On peut également aussi poser des actions vis-à-vis de l'autorité. Et j'ai l'impression que c'est ça un peu qui est de retrouver tes jambes, c'est de renouer contact avec cette capacité que tu as de t'affirmer à ce niveau-là. C'est un peu comme ça que je dirais ça. Donc, s'il y a d'autres choses, tu me le feras savoir. Donc, je pense qu'on aurait pas mal complété ce volet-là, à moins qu'il y ait d'autres gens qui auraient des questions. Et ce que j'avais envie de vous dire aussi, bien évidemment, c'est que
la multiconscience thérapie, à quelque part, peut-être pour conclure, bien évidemment, c'est l'idée, en fin de compte, c'est de renouer contact avec un sentiment d'unité. Le sentiment d'unité, c'est que je me libère de tellement de toute mon histoire perturbatrice que j'ai pu vivre tout au long de ma vie. Ça implique ma vie à moi, mais ça implique également mon histoire familiale. Donc, j'ai envie de me libérer de toutes les implications familiales qui ont pu perturber mon être. Puis j'ai envie de me libérer de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à une forme d'individualisation de l'être que je suis. Et cette individualisation me permet, moi, de me libérer du connu. Et le connu, c'est quoi? C'est ce que je traîne avec moi depuis le début des temps, parce que moi, en tant qu'être humain animé de cellules, je porte en moi un bagage génétique qui provient de l'histoire de l'humanité. Et que tout le travail que je suis en train d'apprendre à découvrir en tant qu'être humain, c'est de conscientiser que la conscience a un rôle à jouer sur mes gènes, un rôle à jouer sur mes cellules, un rôle sur ma constitution physiologique, énergétique, psycho-émotionnelle, spirituelle, comme on l'a vu dans la conférence. Donc, ça veut donc dire qu'on est en train de se diriger dans un autre paradigme de la santé qui implique justement que moi, en tant qu'être humain, j'ai une conscience qui a un rôle à jouer et que plus je me permets de jouer ce rôle-là, bien, plus, quelque part, je peux renouer contact avec une vie plus en accord avec moi-même, finalement. C'est ça qu'on doit comprendre. Et ça implique de se libérer du connu. Se libérer du connu, c'est de remettre en question le regard qu'on a porté sur notre histoire personnelle, notre histoire familiale et même l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire de reconnaître à quelque part que nous, en tant qu'êtres humains, on renoue contact avec une individualité qui nous est propre, qui nous permet d'exprimer notre lumière, notre réelle lumière sans passer par le prisme du regard extérieur. Tu vois, c'est toute une démarche de courage qui peut être intéressant à explorer et à expérimenter. C'est ce que moi, j'aurais envie de vous proposer d'explorer progressivement. Donc, c'était un peu le sens de cette conférence-là. Vous avez déboursé un très gros 5 € pour la conférence. Et c'était parce que quelque part, comme je dis, il y aura un petit tirage que je vais faire avec Dominique. Ça sera le 20 novembre que je vais vous envoyer, que je vous enverrai donc un mail pour dire quelle est la personne qui aura eu une consultation gratuite avec moi. Ça vaut 75 € par Zoom, par Skype, par téléphone, choses comme ça. Et également un enseignement qui s'appelle Neurosciences et éveil, qui est un petit enseignement de 4 ateliers. Il y a une conférence et 3 ateliers de 2 heures qui vous présentent des bases d'enseignement sur comment on peut arriver à développer donc un éveil spirituel par les neurosciences. Donc, c'est un atelier qui ne vous parle pas tant de la pleine conscience intuitive, mais qui vous parle par contre de techniques fondamentales pour favoriser donc un éveil spirituel plus important. Donc, c'est un enseignement qui était apprécié lorsqu'il a été donné. L'autre chose également que j'avais envie de vous dire, c'est que vous avez un 20% de remise sur plusieurs enseignements, enfin sur tous les enseignements, les consultations, les livres, si vous êtes intéressé. Vous avez jusqu'au 19 novembre à minuit pour pouvoir bénéficier de cette proposition-là. Donc, si ça vous intéresse, tout ce qui existe sur le site, dans la boutique, quelque part, ben, vous le regardez, puis sachez que vous avez un 20% de remise sur tout ce qui est là. Donc, vous allez simplement m'envoyer un mail à ce moment-là sur ce que vous voulez acheter. Je vous envoie une facture avec le 20% de remise sur le prix qui était là. Et ça vous donne, donc, vous avez une belle réduction qui est là. Et puis, là, il s'est passé quelque chose. Vous me voyez toujours? Oui, OK. Puis, l'autre chose que je voulais vous dire également, donc, ça inclut tous les produits circuits Q également, que vous pouvez aussi avoir en réduction à 20%, qui peut être donc intéressant. Avec le temps des fêtes qui approche, ça peut être des éléments intéressants. Il y a un week-end, donc le 27 et 28 novembre également, qui vous présente 4 mini-ateliers qui se font en état de 2 journées. Ça commence le midi, ça commence en après-midi, en fait, pour l'Europe, et ça se termine donc en fin de journée. Vous avez 4 mini-ateliers. Le premier, c'est sur la mission de vie, identifier sa mission de vie grâce à la pleine conscience intuitive. Vous apprenez donc à découvrir le travail intuitif grâce à cela. Vous avez ensuite également donc la réunification, la déprogrammation et la réunification. Dans le deuxième mini-atelier, on vous apprend à apprendre à déprogrammer puis à développer la technique de réunification, qui est une technique qui consiste justement à renouer le contact avec l'unité en soi. Finalement, c'est une belle technique de soin et c'est une belle technique également qui permet de combiner la lecture intuitive, la déprogrammation et le soin. Vous avez le troisième mini-atelier, c'est sur l'auto-guérison, donc comment on peut favoriser notre potentiel santé.
Donc, c'est un atelier très riche. Et le quatrième mini-atelier, c'est une genre de synthèse où vous apprenez à prendre toutes les techniques que vous avez apprises jusqu'à maintenant pour l'appliquer vers un partenaire. Et on vous met en contact à ce moment-là avec une autre personne dans une petite salle dans Zoom et vous pratiquez avec la personne. Puis ensuite, on nous contacte ensemble pour pouvoir parler de ce qui s'est passé. Donc, vous avez 4 beaux mini-ateliers et vous avez également un webinaire d'intégration qui aura lieu donc quelques semaines plus tard selon les horaires de chacun. Et vous avez donc à ce moment-là une réduction donc de 20% sur l'ensemble de cet atelier également. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez donc communiquer avec moi et ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre à ce sujet-là. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous auriez d'autres questions avant qu'on termine. Je ne crois pas. Je vois qu'il n'y a pas rien d'autre qui est ajouté sur le chat. Donc, je voulais vous dire de vous remercier d'avoir été présente pour cette conférence-là. C'est une conférence qui va être en replay à partir du 20 novembre. Donc, ça veut donc dire que vous avez payé 5 €, mais à partir du 20 novembre, ça va être accessible à tous. Donc, s'il y a des amis, choses comme ça que vous aimeriez leur faire connaître, ça sera l'occasion. Mais d'ici là, bien évidemment, vous avez, parce que vous avez payé 5 €, le fameux 20% et l'occasion de gagner donc une consultation ou une formation, petit enseignement sur les neurosciences et éveil spirituel que je vais tirer et que vous allez recevoir un mail pour le 20 novembre pour vous aviser de qui a gagné tout cela. Donc, je vais vous souhaiter de bonnes chances pour les petits tirages. Et puis, évidemment, si vous avez de l'intérêt ou des questions sur les enseignements ou les consultations, etc., ben, vous pouvez aussi communiquer avec moi, puis je prendrai le temps de discuter avec vous pour répondre à toutes vos questions à ce sujet-là.